l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest du pays. On se rappelle que le montant alloué préalablement pour cette reconstruction s'est élevé à 30 milliards de francs CFA. Grâce à cette ordonnance, désormais, on va passer à 35 milliards de francs CFA pour la reconstruction de ces régions sinistrées, ce qui remet à l'ordre du jour justement la reconstruction de ces zones-là, l'extrême nord qui est la zone de l'Onozo, je préfère le dire ici, qui font face à des moments d'insécurité depuis belle lurette. Comment reconstruire dans ces conditions-là? On va essayer d'en parler un tout petit peu ce soir. L'actualité également, c'est la Sonara. La dernière sortie de la BEAC qui invite le Cameroun à accélérer la réhabilitation de la Sonara pour sauver des devises. Est-ce que finalement, avec cette sortie de cette structure monétaire, on aura la chance de voir la Sonara être réhabilitée? Pourquoi pas en construire une autre? Les questions, bien sûr, fusent de part et d'autre depuis cette dernière sortie. Nous également, sur ce plateau, on va essayer de voir clair dans cette actualité. Bien entendu, le dernier arrêt reste bien entendu l'économie, l'investissement au Cameroun. L'on le sait, investir au Cameroun n'est pas chose aisée. Depuis le retour sur la table également de la question de double nationalité. Tout revient sur la question d'investissement au Cameroun. Ce parcours qui représente véritablement désormais au Cameroun, la croix et la bannière, nous intéresse ce soir. Voilà la vitrine de votre émission. Installez-vous confortablement, le temps d'accueillir nos panélistes. Le code d'accès reste et demeure le même, le 6 99 13 50 75. Alors n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Peu importe votre position géographique, vous avez l'opportunité de vous connecter à nous. À défaut, prenez notre plateforme Facebook, Info TV Cameroun et nos autres espaces, bien sûr, sur la toile pour pouvoir vous connecter à cette émission. N'hésitez surtout pas, si vous êtes hors du pays, à utiliser l'indice 237. C'est le soir. Ils te connaissent très bien, Majesté. C'est ceux qui sont en train de dire encore le type là. Bienvenue, Majesté. Merci. C'est toujours un honneur de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de nous inviter, d'inviter mon parti. C'est avec plaisir que je représente le parti. C'est vrai, un plaisir certain, un plaisir sûr. Je voudrais tout simplement, parce que vous me voyez tout de noir vêtu, ouais. Je voudrais, j'ai perdu dans des circonstances assez malheureuses mon cadet, mon frère cadet, il y a de cela quelques jours, à Marois. Oui, des suites d'une opération bizarre. Quelqu'un qui vomit du sang pendant 2 jours et qui a mal à la main. Et il avait mal à la paume de la main et ça avait enflé. Ouais. Et je ne sais pas comment on a décidé d'opérer à la main. Sans chercher à savoir ce qui provoquait l'enflure au niveau de la main. Oui, et ce qui provoquait même, n'est-ce pas, les vomissures de sang, quelqu'un ne peut pas... Donc il a la paume de main qui plie et il vomit du sang, mais on décide d'opérer la main. On décide d'opérer la main. Et il s'ensuit la mort 24 heures plus tard. On n'avait pas essayé de faire une expertise pour voir s'il n'y a pas eu une erreur médicale Oui, c'est allé tellement vite. Il est là-bas avec sa femme, les enfants, une grande partie de la famille. Ma mère également là-bas, bon. Ça a tellement embrouillé tout le monde que... Vous n'avez pas eu le temps de... Oui, tout à fait. Donc c'est avec beaucoup de douleur que je vis, n'est-ce pas, le départ de mon bien-aimé frère. Je voudrais également présenter à l'ensemble de la communauté camerounaise, n'est-ce pas, mes condoléances les plus sincères avec la perte du joueur du Lion indomptable Nguemo et non Bemo. Oui. Parce que Landry Nguemo, parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de se tromper. Landry Nguemo, l'ancien lion indomptable, parce que beaucoup ont l'impression que c'est Bemo. Exactement. Non, c'est pas Bemo, c'est Landry Nguemo qui était consultant depuis quelque temps sur la chaîne nationale. Exactement. Et qui, il y a quelques jours, justement, était encore en train de taper sur le ballon quelque part. Tout à fait. Donc, c'est un départ très tragique, accident de la circulation. À la suite d'un accident de circulation. Donc, il faut toujours, nous avons un syndicaliste ici que vous allez présenter, il faut appeler à la responsabilité des chauffeurs, c'est-à-dire que de nous tous, la route tue, la route continue à tuer. Il faut que les gens, n'est-ce pas, les usagers de la route fassent extrêmement attention à leur vie et à la vie, n'est-ce pas, de ceux qui utilisent la route.
Donc, c'est ça. Merci d'être la Majesté. Vous faites bien parce que hier encore, on était en train de déplorer l'accident au niveau de la falaise de Tiang qui a coûté la vie à 5 Camerounais. Et là, c'est l'ancien lion indomptable Landry Nguemo qui s'en va de la même manière. Et cette fois, c'est la nationale numéro 1 au niveau de Nguemo dans la Lequier qui voit donc partir aussi tragiquement ce lion indomptable qui a fait rêver beaucoup de Camerounais. C'est une fin qu'on ne souhaite à personne et on a envie d'en profiter encore pour sensibiliser. Jean-Colès Defossoquin, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le président du syndicat national des transporteurs terrestres du Cameroun. Donc ça tombe bien. Peut-être on n'avait pas souhaité vous accueillir avec un petit mot quand même pour réveiller encore la conscience des uns et des autres sur cette route qui tue. Bienvenue. Merci Rosalie de m'inviter. Je dis bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à Majesté. Bonsoir aux Camerounais qui nous regardent dans le monde. Et vous savez que votre télévision, n'est-ce pas, à l'international, tous les autres citoyens du monde qui nous regardent. Bien sûr. Il faut dire, Rosalie, qui a lieu d'être triste. Sincèrement, très triste. D'ailleurs, la première information qui m'est parvenue, c'était Mbemo. Vous imaginez donc le choc. Les images, n'est-ce pas, de ces derniers matchs qui me revenaient avec ses exploits. Seulement, j'étais vraiment choqué, très choqué. Mais quand j'entends Nguemo, vous savez, bon, jusque-là, il y a problème. Mais ça vous apaise un peu plus quand même. Ça ne m'apaise pas. Il y a problème. Vous comprenez? Parce que c'est vrai que bon, c'est récent. Nguemo, quand même, quand on revient à l'histoire de Nguemo, c'était quand même un très bon joueur. Et il se trouve que lui-même, ces derniers temps, la CRTV a fait bien de l'avoir comme consultant. Ça veut dire qu'il est fait dans nos mémoires. Voyez-vous? Donc, quand vous regardez encore cette image-là dans les réseaux sociaux, sincèrement, qu'est-ce qu'il faut encore? On attend qui pour, à la fin, se retrouver pour adresser la problématique des accidents de la circulation? Parce qu'il faut dire, Rosalie, nous au syndicat, nous avons toujours dit qu'aucune instance prise isolément n'apportera une solution aux accidents de la circulation. Et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en 2001, s'est précipité à créer le Conseil national des transports. Je dis bien le Conseil national des transports. Et un an après, il a créé le Comité national de prévention de la sécurité routière. Vous comprenez ce que je veux dire, Majesté? C'est-à-dire que le chef de l'État a été, n'est-ce pas, prévenant pour se dire, comme cette activité est transversale, il faut bien que je puisse permettre aux partenaires impliqués dans cette profession de se retrouver très souvent pour en parler. Assureurs, gendarmerie, auto-école, syndicat des transports, ministère des transports, police. Nous tous, chauffeurs, on doit s'asseoir et se regarder les yeux dans les yeux et se dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut se faire que d'année en année, les morts sur les routes sont plus que les guerres qui vivent, sont plus que la guerre? C'est pas croyable. Et les chiffres qu'on a ne sont pas des chiffres réels. Vous n'avez pas des chiffres réels. Vous comprenez? Quand on vous dit 3000 morts, en réalité, on ne compte pas les morts en semaine qui meurent de par le territoire national. On ne les compte pas. Vous comprenez? Donc, si on avait les chiffres réels, je crois que ça ferait tellement froid dans le dos qu'on ferait ferait tout pour avoir une journée de deuil national à ce propos. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on se retienne. Il faut, parce que chaque année... J'en parlais justement hier, parlant de ce drame sur la falaise de Tiang, sur ce plateau, et on a essayé de me démontrer que c'est vous qui avez la responsabilité de veiller au bien-être de ces transporteurs, et si vous les laissez faire 18 tours par jour, alors que physiquement ils ne peuvent pas, c'est la faute au syndicat. C'est vrai, c'est pas un droit de réponse, mais justement, vous m'avez manqué sur ce coup-là pour pouvoir faire le contrepoids de ces accusations. Rosalie, chaque fois qu'il y a un accident, vous savez, ceux qui ont jeté la pierre, c'est sur les syndicats. Et c'est à raison. Parce qu'en fait, nous avons une fonction d'éducation, de formation et d'information des travailleurs. Malheureusement, l'État ne fait rien pour que nous puissions accéder aux entreprises. Vous comprenez ça? Lorsqu'il y a les soins de vie personnel, vous y allez pour syndiquer des gens. Si le patron se rend compte qu'il y a un travailleur qui vous côtoie, il est licencié. Automatiquement. Mais je vous dis, si le patron se rend compte qu'il y a un travailleur de son entreprise qui côtoie le syndicat, il est licencié. Vous comprenez ça? Or, pourtant, le syndicalisme moderne veut que nous puissions plutôt venir montrer aux travailleurs que c'est eux qui ont intérêt à ce que l'entreprise prospère. Oui, tout à fait. Vous comprenez? Non, on a les patrons. Or, il me semble que
le gouvernement doit encore permettre qu'il y ait une réelle communication. Qu'on explique vraiment ce que c'est que le syndicat au patronat. Tout à fait. Et je suis même surpris qu'ils ont d'ailleurs un patronat qui est très fort. C'est-à-dire que le Logicam, vous voyez bien qu'ils s'expriment là-bas. Mais dans les transports, ils ont, n'est-ce pas, ils font de la sous-traitance syndicale. Vous voyez, c'est-à-dire que les patrons des transports n'ont pas un syndicat véritable, mais ils ont pratiquement des petits syndicats qui n'ont même pas de vélo. Tout à fait. Et c'est eux qui sont là pour parler en leur nom. Quand on est en réunion, par exemple, au niveau du ministère pour dire qu'on allons rencontrer les patrons pour parler des accidents, ils nous envoient les chefs d'agence. Vous voyez ça? Ils envoient les chefs d'agence face à nous. C'est pas un décisionnaire, le chef d'agence. Tout à fait. Vous comprenez? On devait avoir les patrons face à nous pour qu'on leur dise qu'en réalité... Parce que Rosalie, j'étais avant ma tante hier, qui a fait un accident il y a 3 semaines. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle était dans une voiture qui allait du côté de Bouddha. Elle dormait. Arrivé du côté vers Omessa, le chauffeur a basculé au trottoir. C'est-à-dire qu'il dormait. Alors les passagers se rendent compte et crient. Elle se réveille donc. Et ils se rendent compte que... On dit donc que c'est parce que le chauffeur a fait comme s'il dormait. Jusque-là, on laisse le chauffeur continuer. Plus loin, il fait la même chose. Vous comprenez? On crie encore, mais personne pour dire au chauffeur, bon, arrête-toi. Dans 5 minutes. Personne. Plus loin, on dit qui? Accident, 5 morts sur le carreau. Ma tante, à l'heure actuelle, c'est à peine c'est là son rein qui va bien. Vous comprenez? C'est quoi ce chauffeur? Et on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce chauffeur a fait Bouddha. Quand il est arrivé, on lui a demandé de repartir immédiatement. Non, c'est pas normal. Ouais, ça. Donc, le problème est tellement sérieux que, d'accord, pour les campagnes, parce que le ministère des Transports fait de son mieux, mais je dis, personne isolément ne peut trouver une solution. Parce que la gendarmerie a sa prévention routière, le ministère des Transports a sa prévention routière, et là, on aboutit à quoi à la fin? On aboutit à quoi? Donc je pense que le Conseil national des transports, je l'ai toujours dit ici, Rosalie, et c'est sûr d'en peine, je peux toujours vous dire que il faut que ce Conseil voie le jour. Parce que ce Conseil est transversal. Il faut que ce Conseil voie le jour. Pour qu'on se regarde les yeux dans les yeux, pour mettre fin à cette affaire. Vous comprenez? En France, par exemple, avec Jacques Chirac, c'était la même chose, hein. C'était des hécatombes tous les jours, mais Chirac en a fait une affaire politique. Et ça infléchit la courbe des accidents. Pourquoi ne peut pas en être pareil au Cameroun? C'est possible, non? C'est pas une malédiction, c'est pas une fatalité. C'est que, il me semble que certains ministères veulent s'approprier la prévention routière et font comme s'ils entraient en concurrence. Pourtant, on a des morts sur les carreaux. Regardez Mbemo, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Monsieur, ne tuez pas Mbemo. Mbemo, excusez, pitié, Asia pour vous. De toute façon, ce qui est sûr et certain, on parlera encore d'accidents au Cameroun, tant que, comme vous le dites, hein, les gens n'accepteront pas, au lieu de passer le temps à se rejeter les fautes, regarder ensemble pour trouver des solutions. C'est peut-être ce qui manque. L'union a toujours fait la force. L'individualité ne mène nulle part. On dit souvent, seul tu peux aller vite, mais ensemble on va loin. Voilà, parce que quand l'un est fatigué, il soutient l'autre et puis la machine avance. Il faut que les gens apprennent à développer ce raisonnement-là. Je pense que beaucoup de choses marcheront également autour de nous. Merci d'être là, Président. Claude Serge Okwakono, c'est la première fois sur ce plateau. Vous êtes enseignant, vous êtes formateur au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle à la SASM de Monabo, c'est du côté de Monateli. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau du Grand Soir. Bienvenue dans la grande famille. Merci bien, Rosalie, pour l'accueil. Merci aux aînés qui sont là. Je présente hier mes civités de condoléances à Sa Majesté et puis à la grande famille footballistique suite au problème que vient d'évoquer le grand frère tout à l'heure. Je crois qu'au Cameroun, il faudrait que ce qui doit être fait se fasse à temps réel. Qu'on n'attende pas qu'il y ait des hécatombes de façon successive pour que qu'on en parle, mais qu'on ne réagisse pas. Parfois on en parle, mais on a fini de parler et puis c'est comme si personne n'écoutait. Et puis à la suite, comme on va parler de la Sonaré, que tout à l'heure, on en parle, mais à la fin, on reste là dans notre soif. On espère donc que notre voix cet après-midi permettra qu'on quitte des paroles, mais qu'on arrive aux réalisations de tous ces projets multiples qui sont engagés. Merci pour l'invitation. C'est un bonheur de vous accueillir. Et comme je dis à tous les nouveaux venus, n'ayez peur de personne. Hein. Sentez-vous à l'aise, exprimez-vous. Oubliez les grands frères. C'est Majesté Patrick Marius Sondondon du RDPC. C'est Jean-Colès Defosoka. Une fois qu'on sort d'ici, ils deviennent tous des grands frères. Et sur ce plateau, vous défendez votre opinion
sans vous inquiéter. Je suis le seul patron. Si elle dit stop, tu t'arrêtes. Sans souci. Merci. Allez, Patrick Biyébé, bienvenue. La chantier de Jouvence. Non, bonsoir. La communication de Jouvence. C'est bien mieux, c'est bien mieux. Bonsoir, Madame Guesseli. Bonsoir au panel. Bonsoir au panel. C'est effectivement un plaisir partagé d'être à nouveau sur ce plateau. Et ce n'est qu'à cause de vous que j'ai pu quitter mon lit de malade parce que je suis un peu souffrant tous ces derniers temps. Je profite également de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille footballistique du Cameroun parce que j'ai été choqué lorsque tout à l'heure j'ai vu les images du décès de l'Anglais. C'est pourquoi je ne voudrais même pas les montrer à l'écran parce que les âmes sensibles doivent s'abstenir. Doivent s'abstenir, tout à fait. C'est d'une violence extrême. Tout à fait. Donc je présente véritablement mes condoléances. Et quand moi j'étais tout petit, il y avait un artiste, j'oublie peut-être le nom, qui chantait « La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons ». Même si on nous construit des autoroutes à 8 voies au Cameroun, si nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes responsables de nos propres vies, rien ne va changer. Le syndicaliste, le président a dit qu'il faut que nous ayons le courage de nous regarder dans les yeux pour parler ensemble des problèmes liés à la route. Si nous ne faisons pas cela, nous aurons toujours à pleurer des morts. Nous aurons toujours à venir sur ce plateau pour essayer de donner des solutions. Mais si cela n'est pas pris en compte, que voulez-vous que nous fassions? Tout ce que nous pouvons faire, c'est être le tam-tam de la République. Venir ici, essayer d'attirer l'attention des décideurs, des pouvoirs publics, afin que nous n'ayons plus à revivre de tels drames au Cameroun. Merci d'être là, Patrick Biyébé. Avec vous, dernier salut et premier à prendre la parole. C'est un principe sur ce plateau. On parle de la reconstruction des zones, des régions sinistrées. Je préfère le dire ainsi, puisque ce sont des régions, le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord. Ce sont les 3 régions qui sont concernées par cette reconstruction soumise à des situations d'insécurité, parce que l'on parle de sécurité et on sait qu'il y a quelques jours encore, des mesures sont prises pour essayer de mieux sécuriser nos frontières et bien sûr préserver la tranquillité des Camerounais. Donc l'actualité s'y prête étonnamment. 35 milliards désormais pour la reconstruction de ces zones-là. On en était à 30 milliards avec l'ordonnance que propose le président de la République à l'Assemblée nationale. On est censé passer de 30 milliards à 35 milliards pour la reconstruction. Une bonne nouvelle de prime abord, non? De prime abord, on dira que c'est une bonne nouvelle, parce que véritablement ces zones sinistrées que vous avez citées tout à l'heure, à savoir l'extrême nord, les 2 régions anglophones, dites anglophones, ont véritablement besoin, n'est-ce pas, d'un appui de l'État. Il faut comprendre que dans la région de l'extrême nord, les agressions répétitives du groupe islamique Boko Haram ont causé beaucoup de tort à l'État du Cameroun. Et bien entendu, on détruit des infrastructures et tout ce qui va avec. Maintenant, quant à ce qui est des régions du nord-ouest et du sud-ouest, la guerre qui sévit depuis 2016 dans ces 2 régions également a conduit à ce que nous perdions des infrastructures, à ce que les économies de ce côté soient en récession. Maintenant, l'enveloppe de 35 milliards, moi j'aime souvent à dire que le gouvernement prend de bonnes initiatives, parce qu'on a vu, il y a eu le DDR, ensuite il y a eu le plan présidentiel de reconstruction et de développement. Tout cela est mis en œuvre pour que nous ayons ces 2 régions, enfin ces 3 régions puissent à nouveau, n'est-ce pas, respirer, si l'on peut dire ainsi. Mais c'est souvent bien beau, même. Je dis souvent que c'est en fait mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'on ne peut pas reconstruire tant qu'on n'a pas résolu le problème de fond. Et quel est le problème de fond? Le problème de fond ici, c'est de faire arrêter les différentes agressions, que ce soit du côté du nord-ouest et du sud-ouest, que ce soit dans l'extrême nord. Tant qu'il y aura encore des conflits au nord-ouest, au sud-ouest, tant qu'il y aura des conflits dans la zone septentrionale, tout ce qu'on pourra faire,
sera pour moi vain. Parce qu'il suffira simplement que dès qu'on termine de reconstruire un pont ou alors de créer des puits d'eau potable, il suffira que les ambazoniens, ces terroristes-là arrivent et puis cassent encore, détruisent ces infrastructures et on sera dans un éternel recommencement. Moi, ce que je préconise, c'est du côté du nord-ouest et du sud-ouest, c'est véritablement un véritable dialogue inclusif qui permettra de résoudre ce problème. Maintenant, quant à ce qui est du nord-ouest, de l'extrême nord, il faut que nous dotions davantage nos forces de maintien de l'ordre des moyens nécessaires afin qu'ils puissent endiguer ce phénomène. D'accord, pour vous, c'est la charrue avant les bœufs, Majesté. Pour Jouvence, pour Patrick, on se précipite un peu à penser à augmenter le montant de la reconstruction de ces régions sinistrées. Et pourtant, le calme n'étant pas encore revenu, on devrait plutôt chercher à injecter de l'argent, à ramener la sécurité dans ces différentes zones-là que de penser à la reconstruction. Vous savez, Rosalie, il n'est pas aisé dans n'importe quel pays qui est un conflit entre, ça peut être intracommunautaire, ça peut être extra, mais à partir du moment où il y a un conflit, il y a la destruction, pas seulement du tissu social, mais la destruction des infrastructures, dans le cas d'espèce, la destruction des infrastructures sanitaires, la destruction des édifices publics, la destruction des bâtiments des forces de sécurité, la destruction des infrastructures scolaires comme les écoles, les maisons brûlées. Donc les dégâts qui ont pu, n'est-ce pas, intervenir dans le conflit qu'il y a dans ce que nous appelons communément le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest, sont, n'est-ce pas, des dégâts qui ont impacté et qui vont continuer, n'est-ce pas, à impacter le développement économique de ces deux régions. C'est la raison pour laquelle je crois que le gouvernement, le président de la République en tête, a très vite compris qu'il était essentiel de mettre sur pied, n'est-ce pas, un plan présidentiel, n'est-ce pas, de reconstruction et de trouver, n'est-ce pas, un plan de développement communautaire et au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de doter des moyens supplémentaires, n'est-ce pas, pour le plan de reconstruction de ces deux régions. Mais également de la région de l'extrême nord, étant donné que les conflits étaient différents. Dans l'extrême nord, c'est beaucoup plus les étrangers, de Boko Haram, qui sont venus, qui voulaient, n'est-ce pas, s'insérer dans la partie camerounaise pour appliquer ce qu'on appelait la loi de la charia, pour imposer les points de vue fondamentalistes et extrémistes à l'ensemble des populations riveraines au Nigeria. Et fort de ça, je crois que non seulement les populations locales ont rejeté massivement cet extrémisme, elles se sont illustrées en s'engageant aux côtés, n'est-ce pas, des forces de défense et de sécurité nationale pour mettre hors d'état de nuire, pour chasser du Cameroun, n'est-ce pas, ces forces. Donc pour vous, on devrait prendre la gestion de ces deux cas séparément, l'extrême nord et faire face à une guerre. Tout à fait. Pourtant, nos os, c'est un peu asymétrique, la guerre qui s'y déroule. Tout à fait. Et il est vrai que également dans l'extrême nord, c'était d'une violence absolue parce que dès les premiers temps, vous savez, il était jusqu'à Maroua, il était difficile, n'est-ce pas, de parler à visage découvert contre Boko Haram parce que le climat social était délétère, le climat social était tellement fort que les gens, n'est-ce pas, ne s'aventuraient pas de parler de Boko Haram et ils ont quand même pu détruire dans la partie riveraine, n'est-ce pas, au Nigeria, que ce soit du côté de Mokolo ou du côté de Mayo Sava. Mokolo, c'est dans le Mayo Chanaga, Mayo Sava et dans le lac Tchad. Donc dans toute cette partie là, une très grande zone, et les Boko Haram a fait beaucoup de dégâts. Alors là, nos forces de défense et de sécurité ont pu les mettre hors d'état de nuit et ont pu établir une base qui devient infranchissable, étant donné que
on a profité, ils ont profité. Les armes ne traitent plus de ce les armes, oui, ce sont des incursions, en réalité des incursions malignes, sporadiques, où on trouver peut-être les populations en train de dormir. Si on a réussi à passer inaperçu aux forces de l'ordre, et on fait, n'est-ce pas, des dégâts, 2 ou 3 dégâts, et puis on s'enfuit. Ou bien si on veut surprendre, mais ils ne surprennent plus, n'est-ce pas, les forces de l'ordre, les forces de sécurité, n'est-ce pas, camerounaises. Alors, dans ces conditions, les forces de défense et de sécurité ont quand même établi une zone où il est difficile, n'est-ce pas, de franchir cette zone, mais que désormais, par leur présence, on peut procéder, n'est-ce pas, on peut reconstruire déjà les édifices qui ont été brûlés, on peut reconstruire, n'est-ce pas, les bâtiments, des écoles qui ont été brûlées, les hôpitaux qui ont été incendiés également. Donc, de ce côté, la reconstruction peut vite se faire. La reconstruction peut vite se faire et contrairement au Nozo où il y a encore des poches, en réalité, au Nozo, il y a encore des poches de résistance. Il y a des poches de résistance. Dans la plus grande partie du Nozo, il faut le dire, hein, je crois que plus on avance dans le temps, plus la paix revient quand même. La paix revient, et là où la paix est revenue, je crois qu'il est possible, n'est-ce pas, de reconstruire les édifices publics, de reconstruire les hôpitaux, de reconstruire, n'est-ce pas, les écoles. Et je crois que c'est tout à mettre à la sagesse du président Paul Biya de mettre également directement cette loi d'orientation qui permet, n'est-ce pas, à la reconstruction dans le Nozo de s'accélérer, parce que il ne faut jamais oublier que nos frères qui sont là-bas, qui ont souffert de la présence de ceux qui voulaient, n'est-ce pas, la séparation, il faut dire qu'il faut les remettre, n'est-ce pas, à l'aise, leur remettre, n'est-ce pas, la confiance, et parce qu'ils doivent bénéficier, profiter de tout ce qui existe, n'est-ce pas, comme projets sociaux pour se sentir complètement, n'est-ce pas, camerounais, et pour que, n'est-ce pas, le Nozo ne reste pas en arrière et que la construction nationale aille au même niveau que toutes les autres régions. Vous partagez ce regard. Aujourd'hui, il faut accélérer la reconstruction du Nozo, accélérer la reconstruction dans l'extrême nord du Cameroun, parce que ça n'a que trop duré et ces populations-là doivent retrouver un fonctionnement normal. Oui, en effet. Hein. Vous savez, que ce soit l'extrême nord, le Nozo, le nord-ouest, le sud-ouest, c'est des populations qui sont très embêtées par des forces du mal. Il faut le dire comme ça, les forces du mal. Parce que chaque fois qu'une arme surgit, il y a forcément des forces du mal aux alentours. Donc, dans la région, n'est-ce pas, de l'extrême nord, par exemple, je me suis toujours demandé, en fait, mais attendez, ces gens-là qui veulent créer un califat dans cette région-là, ils viennent d'où? J'ai parfois pris la carte de l'Afrique, je dépose, je me dis, mais attends, ces gens n'ont jamais pris un centimètre du Cameroun. Alors, si tel est le cas, ils se situent même où? Voilà. Bon, on nous dit dans la forêt de Sandissan, sur le Nigeria. Alors, qui sont ces gens qui peuvent être dans un pays et réussir à faire tant de temps? Parce que je ne peux pas imaginer que ces gens de Boko, si par exemple ils sont dans une forêt du Cameroun, je n'imagine pas qu'ils auraient résisté en un seul mois aux forces camerounaises. Alors, est-ce que quelque part même, entre peut-être le Nigeria, parce que s'ils ne sont pas au Cameroun, ils sont sûrement au Nigeria, au Niger, au Tchad. Et quels sont donc ces pays-là qui admettent que des djihadistes viennent occuper une partie de leur territoire pour semer tant, n'est-ce pas, le mal dans toute une région, et ça a une incidence sur le Cameroun. Dieu soit loué, les Camerounais se sont pratiquement opposés à cela de manière claire, et aujourd'hui, ils sont pratiquement à l'extérieur de notre Cameroun. Mais il y a des incursions. Il y a des incursions, n'est-ce pas, de manière sporadique, là. On entend, il y a eu 2 morts, il y a eu 5 morts. Bien, à ce niveau-là, je me demande toujours comment est-ce qu'ils arrivent à faire ces incursions-là. Pourtant, la zone me semble être quand même suffisamment minée par nos militaires et qui ont souvent des moyens de communication et d'information pour pouvoir les en dissuader. Maintenant, on s'en va, n'est-ce pas, essayer de reconstruire. Est-ce qu'il y a une garantie que ce qu'on s'en va construire sera pérenne? Parce que, vous savez, c'est bien de construire, mais est-ce que on est certain qu'on ne va pas encore revenir, peut-être détruire cette école-là, ce qui fera que c'est une dépense pour rien? Bien, est-ce que les politiques ont vraiment bien réfléchi à ce niveau-là? N'en parlons pas pour le sud-ouest et le nord-ouest. Majesté disait tout à l'heure que il y a des zones où la calmie règne, mais ce n'est pas tant ce que nous ressentons depuis bientôt plus de 6 ans, 7 ans. Vous comprenez? Sincèrement, c'est une zone où il y a des problèmes.
Ça ne va pas dans le nord-ouest de Sud. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, mes camarades ont été carrément attaqués. Vous comprenez? J'ai un camarade qui a été surpris par ces gens, c'est-à-dire que le préfet de la Meusam a décidé que à partir de 18h, le motarciment ne circulerait plus. Alors tout de suite, ils se rabattent sur le taximen et disent que les taximens aussi doivent subir la mesure du préfet. Ok? Or, mon camarade n'était pas informé de cette mesure et se retrouvait après 19h30 en train de travailler. Ils ont failli tuer mon camarade. J'ai les photos. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ils disent même que à partir d'une certaine date, il faut que les voitures soient désormais de couleur bleue. Ah, attendez, tiens, vous figurez ça? C'est-à-dire que nous sommes pratiquement en plein dans le conflit désormais. Ils attaquent désormais les travailleurs, les taximens. Ils leur demandent de quitter la couleur jaune pour une couleur, n'est-ce pas, qui leur scie. Je me demande, est-ce que jusqu'alors l'État a pris vraiment la mesure de ce qui risque de se passer là? Parce qu'on est pratiquement dans la psychose. Hein? Donc vous avez l'impression que l'urgence, ce n'est pas la reconstruction du côté du Nozo, pour être plus précis. Plus précis. Ouais. Parce que là-bas, encore de temps en temps, on a vraiment des drames très sérieux qui surgissent là, de manière, on a l'impression qu'on est dans le calme, mais vous entendez, n'est-ce pas, quelque chose de spectaculaire qui a eu lieu, et si on est parti pour investir, d'accord, mais est-ce que on est vraiment convaincu que cet investissement ne sera pas, après nous, détruit? Ouais. C'est ça ma préoccupation. Vous ne voulez pas qu'on perde de l'argent alors qu'on a la recherche justement des niches d'argent pour soutenir l'économie du Cameroun. Monsieur Akono, est-ce que vous pensez justement que c'est pas une idée totalement bonne lorsque l'on sait qu'on est en train de fouiller les niches d'argent partout pour soutenir au point de nous augmenter même nos CNI et ce qui ne fait pas toujours le bonheur de tout le monde. Et là, qu'on réussisse quand même à prévoir d'augmenter 5 milliards sur les 30 qui étaient déjà alloués à cette reconstruction-là, ça veut dire qu'il y a urgence. Je suppose que toutes les augmentations-là, ce sont des cas d'urgence qui sont en train d'être matérialisés. Est-ce qu'il y a urgence véritablement dans cette reconstruction, vu le climat, comme il décrit, qui règne encore dans le Nozo en ce moment? Urgence, oui, mais pas pour la reconstruction à l'immédiat. Prenons le cas du Nord. De l'extrême Nord. De l'extrême Nord. Oui. À partir du Nord même, parce que quand Boko Haram faisait ses actions, j'y étais à cette zone-là, c'était mon premier poste d'affectation. J'étais à Guidé, donc on ressentait cela. Tenez-vous tranquille, les frontières entre le Cameroun et le Nigeria et tous ces pays frontaliers-là, ces frontières sont assez grandes pour que l'armée camerounaise, le peu qui s'y trouve là, ne peut pas couvrir cette zone. Ne nous leurrons pas. Mais ce sont quand même, c'est une zone à QRDPC, l'extrême nord, l'extrême nord en montant, fille aînée du renouveau, je crois que c'est ce qu'on dit souvent. Mais, Madame Rosalie, première des choses qu'on constate au nord, c'est d'abord l'extrême pauvreté. Et Boko Haram propose à un enfant 10, 15, 20 000 qui ne voit pas souvent. Comment cet enfant ne va pas permettre que ces djihadistes entrent dans le pays et puis ils vont faire ce qu'ils ont à faire et repartent avec ces enfants-là. Vous avez l'impression qu'il y a des complicités Beaucoup de complicités. Comment vous allez comprendre que des gens viennent je ne sais pas s'ils sont du Nigeria ou pas, pour ne pas... En fait, ils viennent de l'autre côté de la frontière. On va dire comme ça. Ils viennent ramasser 10, 15 enfants pour en faire quoi? Heureusement qu'il y a des forces de l'ordre qui sont là pour demander, vous partez, toi, si tu as 10, 15 enfants, c'est pourquoi? Ça, c'est d'un. Donc, introduire de l'argent maintenant pour parler de la reconstruction, non, il faut d'abord apaiser. Le Nord a beaucoup de problèmes. La pauvreté d'une part, et je crois que ces élites du Nord doivent aussi travailler aux côtés du gouvernement pour que on essaye un peu d'apaiser, parce que l'extrême pauvreté, vous voyez les enfants qui ne vont pas à l'école, les enfants qui souffrent de famine, et c'est vrai, là-bas, ça c'est autre chose. Mais pour la reconstruction, il faut que les comités qu'on a mis sur place puissent vraiment travailler pour que le calme revienne d'abord. Ça c'est pour le Nord. Pour le Nozo, je crois que l'occasionnel Christian Toumi, si j'ai bonne mémoire, avait bien dit, il faut que toutes les parties soient francs et jouent franc jeu. Parce que là, on ne sait pas qui est qui. Les chefs fuient déjà, on fuit pour certains, mais comment, ça veut dire qu'ils savent ce qui se passe là-bas. Comme on a fait au Nord, pourquoi ceux de là-bas ne se mettent pas? C'est pour dire, bon, d'abord nos régions.
On ne sait pas, on accuse X, on accuse Y, mais qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Si on commence à construire maintenant, la preuve, on brûle les installations sanitaires avec les malades à l'intérieur, des gens qui ne respectent rien, les écoles n'en parlons plus, les petits enfants, on ne respecte rien là. C'est comme si c'est le diable qui est en train. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que Fayengo et son comité doivent d'abord travailler pour qu'il y ait l'accalmie et puis maintenant, avant d'injecter de l'argent là-bas pour espérer reconstruire. Sinon, j'ai peur qu'on ne perde de l'argent pour rien, comme on dit les copanélistes tout à l'heure. D'accord, pour l'instant, on attend justement que cette ordonnance soit validée par l'Assemblée nationale, même si l'on sait quand même que le RDPC étant majoritaire à l'Assemblée et au Sénat, il y a de fortes chances que ça passe comme lettre à la poste, mais ça ne nous empêche pas de discuter. Bien entendu, on peut réussir à travers cette discussion à faire éliminer 1 ou 2 points, notamment les 10 000 de la carte nationale d'identité, qui met beaucoup de Camerounais en rôle. Oui, qu'on réduise ne serait-ce que le montant, je pense que ça peut faire du bien aux uns et aux autres. On veut le modernisme, on veut la carte en 48 heures, mais à ce coup-là, c'est un peu élevé pour nos poches. Parce que j'ai lu encore les modalités pour renouveler la carte. Ça veut dire que même nous, là, dès que c'est périmé, j'aurai les mêmes problèmes. Donc, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux dire que vous êtes en train de le dire. Je crois que le Parlement va prendre une loi d'habilitation qui est pour faire, n'est-ce pas, valider cette ordonnance signée par le président de la République. Il faut le dire aussi que lorsqu'on appelle à la construction, même si un État est en guerre, il faut voir comment ça s'est passé en Irak, il faut voir comment ça s'est passé en Syrie, il faut voir comment aujourd'hui ça se passe en Ukraine. C'est-à-dire que bien que la guerre continue, il faut voir comment ça se passe à Gaza. Il y a déjà, n'est-ce pas, des plans de reconstruction. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser les populations comme ça, nombreuses. On ne peut pas laisser les populations dans dans le désarroi total, dans le manque. On ne peut pas laisser les populations sans eau. On ne peut pas laisser les populations sans centre de santé, disant que non, il faut que la guerre finisse avant de reconstruire. Non, ça fait partie de la vie d'un État. Dans la vie d'un État, lorsque des populations, une région a des problèmes, directement, lorsque le problème est en train, n'est-ce pas, de se solutionner, on pense directement, n'est-ce pas, comment mettre à l'aise les populations, parce que un État vit, n'est-ce pas, pour ces populations. Donc, il ne faut pas être surpris que ce plan de reconstruction soit d'actualité et soit implémenté. D'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec... oui, vous êtes... oui. Ça, il faut le dire. Vous savez, aujourd'hui, ce plan de reconstruction passe un peu pour être comme une espèce de défi. Voyez-vous, pour le gouvernement, comme vous dites, ok, vraiment, il faut qu'on aille là-bas pour démontrer qu'il n'y a plus de conflit, tout va bien. Non, il faut que... Est-ce qu'en Ukraine, tout va bien? Non, écoutez... Est-ce qu'à Gaza, tout va bien? Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'en Syrie, tout va bien? Tu n'imagines pas... Mais on reconstruit. On ne doit pas laisser les populations souffrir. Majesté. Pourquoi voulez-vous qu'on laisse nos frères du sud-ouest et du nord-ouest? Ce n'est pas ce que nous disons. Vous dites alors quoi? Non, nous disons... Non, pourquoi qu'on les laisse souffrir? Nous disons... Faut qu'on trouve des solutions pour les aider. Nous disons qu'il y a une forte probabilité que ce qui va être construit puisse être détruit par après. Le problème est où? Non, mais le problème est que si on détruit ce qu'on vient encore de reconstruire, on aura perdu de l'argent pour rien. Mais on doit toujours construire pour les populations. Alors ça veut dire qu'un État, son devoir, c'est de mettre à l'aise ses populations. C'est plutôt vous qui devez faire ce discours. Je me suis pas en train de vous faire le discours qu'on devrait faire. Ça veut dire quoi? On ne doit pas laisser nos populations dans le désarroi. Ce n'est pas le problème. Sans les aider. Majesté, nous sommes en train de dire que la question du nord-ouest et du sud-ouest n'a jamais été discutée à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous sommes en train de dire. De manière claire. N'a jamais été discutée à l'Assemblée nationale. Mais le grand dialogue existe. Écoutez, vous savez qu'il y a plusieurs postures sur la question du grand dialogue. C'est pour ça que je vous dis qu'au moment où je vous parle, ils sont en train d'intimider nos camarades transporteurs. De changer la peinture jaune pour la peinture bleue. Vous savez ce que ça va faire? Donc il me semble que... Je vais vous dire une chose. Allez-y, je vais intervenir après. Quoi qu'on fasse, Majesté, on va un jour s'asseoir pour résoudre ce problème. C'est une vérité. Je peux aussi dire quelque chose? Non, je vais terminer. Voilà. Ce que moi je veux dire, c'est que
quand un problème se déclenche comme ça s'est déclenché, il y a toujours des extrémistes partout. Au début, il y a de cela quelques années, donc en 2018, quand le problème était au plus haut, n'est-ce pas, à son sommet, il n'y avait pas d'endroit où pratiquement il y avait une paix. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la même chose. La paix est relativement plus grande aujourd'hui. Et les villes, n'est-ce pas, de Bamenda, les villes de Boya, les grandes villes, n'est-ce pas, du Nozo, sont déjà fonctionnelles. Et de plus en plus, je vous ai dit que c'est dans certaines poches que certains extrémistes sont encore, n'est-ce pas, en train de faire le désordre, mais qu'avec le temps, tout ça, effectivement, parce que nous l'avons dit un jour, le problème du Nozo, c'est la négociation, c'est la dissuasion, c'est la persuasion, et que ça va finir, n'est-ce pas, ça va finir par se terminer. Ils m'ont rendu 0 aujourd'hui, le camionneur, c'est un téléspectateur qui revient sur l'accident. Bonsoir, les chauffeurs des camions tuent les gens dans la nuit et ils partent à cause du sommeil et ils ne s'arrêtent pas. Moi, je suis la victime, ils m'ont paralysé aujourd'hui et on va dire qu'il y a la prévention routière. Ils m'ont rendu 0 aujourd'hui, le camionneur m'avait écrasé le pied. La prévention est là pour collecter leur argent. Tous sont en route, ils ne font rien. Gendarmerie, police, les agents du ministère de Transport, ce sont eux qui causent même des accidents sur nos routes. Bonsoir très cher Aîné, on va reconstruire les régions sinistrées. Je propose qu'on construise région par région. Maintenant, je veux savoir, va-t-on le faire facilement? Puisqu'il y a la guerre. C'est Achille Aimé depuis Yassa à Douala. Good evening, woman of character. Nice program. I'm watching you people. Thank you, Mr. James. Bonsoir, Rosalie, à ton panel. Comment comprendre qu'un gouvernement veuille penser à la reconstruction des zones sinistrées alors qu'il n'a jamais parlé de la destruction? C'est que pour eux, ils ont déjà partagé cet argent depuis. Et c'est ça qui les intéresse. Ce qui me surprend est que les gens comme on disent que tout va bien et ce genre de langage qui énerve même les gars au point où ils multiplient les exactions. J'ai l'impression que cet Ondondo n'a jamais pensé qu'un proche, n'a jamais perdu un proche dans cette guerre. C'est Rigaud depuis PK12. Autre réaction, bonsoir la Rosa et à ton panel. À mon avis, c'est une autre poche de détournement. Il semblerait que l'impact des dégâts était sous-estimé. Sur quelle base font-ils des évaluations? Quels seront les bénéficiaires réels? Du côté du Nozo, par exemple, y a-t-il d'accalmie pour reconstruire? En attendant, où seront gardés les 35 milliards s'ils existent même encore? C'est Jean-Paul depuis Yaoundé. On va du côté de l'Italie. Bonsoir Rosalie et au panel. Rosa, lorsque vous avez Ondondo comme invité, prenez la peine de lui demander pourquoi l'APE est obligatoire et plus d'élèves que les frais scolaires. Le président Biya doit comprendre que ceux qui le conseillent veulent se bourrer les poches, puisqu'ils ne vont rien construire et pourtant ils n'auront plus un seul sou. On ne construit pas en zone de guerre. Il faut mettre les moyens pour résoudre ces conflits et en l'occurrence avec des personnes différentes, puisque celles présentes depuis 2016 ont échoué et seulement après, on pourra résoudre la crise. Monsieur Biya peut inviter à étudier des leaders séparatistes, par exemple, pour discuter face to face. Mais ce n'est pas l'objectif que ses collaborateurs visent. C'est Basile depuis Ferrara, en Italie, Basile Ndobo, qui nous écrit. Waouh! Ces épaulettes dans un tissu peint pour une envolée médiatique. Sincères condoléances à mon ami Majesté Ondondo, patron de la mission étatique du Grand Air. Ouais, Landry que je regardais dernièrement sur la CIA TV. Collins qui a oublié son képi de contrôleur sur nos routes et véhicule à vivre des scènes tragiques sur des pistes du Moyen-Âge. Claude, le bienvenu du côté de Moaté, sûrement avec du bon matango. J'espère qu'il a du matango quelque part. Patrick de Jouvence, dans des lamentations de cette triste nouvelle, oubliant mon défunt frère et ami, directeur de la Nord. Wow, 35 milliards pour sortir ces régions des ténèbres de la mort, espérant n'être pas un coup d'épée dans l'eau. De grandes régions avec d'importants bassins de production agricole, sans oublier que filière agricole d'exportation. La guerre a fragilisé de grandes entreprises emblématiques aujourd'hui en arrêt d'activité et accumulant d'énormes aérés de dettes tant chez les fournisseurs que dans le social. La reconstruction est la bienvenue pour ces populations apeurées, mais à quand la fin de la guerre? C'est la question. Masok Thomas.
qui réagit ce soir. Bonsoir Rosalie. Normalement, tous les salariés des entreprises devraient être affiliés dans les syndicats, mais tout est mal organisé à partir des dirigeants des syndicats. Ils ne sont pas honnêtes et ils se font plein des poches au détriment des salariés. Vous verrez que c'est les mêmes qui sont là pendant plusieurs années sans changement, avoir même leur embonpoint, ça dit tout. Mes condoléances à la famille de Landrine de Meaux et que son âme repose en paix. C'est Jules depuis Douala. Mes sincères condoléances à Sa Majesté. En dehors de nos chapelles politiques, nous sommes des frères et Camerounais. Martin du PCRN, du côté de Matombe, qui nous écrit. Tout à fait. Madame, ouais, ça c'est le Burkina Faso ce soir. Ouais, madame, avec cette belle robe aux épaulettes pompons, me rappelle les majorettes new-yorkaises. Mon salut à Ondondon, qui jusqu'aujourd'hui attend une nomination, tout comme Messi. Ce sont les oubliés du RDPC. Madame, dites à Ondondon et à ses camarades qu'ils me déçoivent encore beaucoup, qu'ils me doivent encore beaucoup d'argent. Le logo du RDPC, la flamme tenue par deux mains, c'est pas encore soldé. Hein. C'est pas parce que vous avez enlevé les deux mains là et laissé juste la flamme que l'affaire est close. S'agissant du sujet, madame, généralement dans les zones en crise, la reconstruction n'est possible que lorsqu'il y a stabilité. C'est toujours possible de reconstruire, mais il est plutôt nécessaire de pacifier d'abord avant de reconstruire. Politiquement, vous allez me dire que tout est rentré dans l'ordre, c'est le souhait de tout le monde. Mais attention à ceux qui veulent s'enrichir dans cette affaire à tout prix. N'oublie pas de dire à Messi d'aller à Ngouaikele me cueillir son vent de palme. Et si jamais les quelques pieds existent encore, c'est Paul depuis Ouagadougou. Madame, rappelez à Ondondo que les zones en crise, Irak, Syrie, Palestine, Ukraine, ont besoin d'assistance. Et après, les spécialistes sont en train de penser à la reconstruction. C'est Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit. La Guinée équatoriale également devant l'écran ce soir. Bonsoir Rosalie à ton riche panel. Pour le sujet du jour, pour la zone du Nozo, reconstruire quoi quand la paix et la sécurité n'est pas reconstruite? C'est l'argent jeté. C'est Libaski qui nous écrit depuis justement la Guinée équatoriale. Bonsoir le grand soir. Sa Majesté veut tout simplement détourner les sous. C'est Claude depuis PK12. Bonsoir Madame Guessele et à tout votre panel. On ne comprend rien quand il veut comparer la guerre du Nozo et l'Ukraine. En Ukraine, ils ont déjà fait un plan d'aménagement d'après qui s'élève à 3 milliards de dollars. On ne peut pas construire un pays quand ils sont en guerre. On construit après la guerre pour ne plus avoir des pertes. Pour l'instant, l'État doit s'occuper de la sécurité du peuple. Monsieur Ondondon, il faut se documenter. La crise dans le Nozo n'est pas encore achevée. Ngono Tiala depuis Akaka. Bonsoir Rosalie, bonne émission. Ce monsieur du RDPC dit qu'il faut aider les populations. Son parti à lui aime-t-il les populations? Les 35 milliards, c'est pour préparer 2025. On ne construit pas une ville en guerre. Ils ont arrêté de construire la route Maroua-Kousseri sous prétexte qu'il y a la guerre et c'est les populations qui vont aider. J'ai honte de ces gens qui nous gouvernent. J.P. Niam depuis Yaoundé. Cette fois, c'est le Gabon. Bonsoir le plateau. Votre Majesté croit défendre la cause du RDPC. Il est au contraire en train de la noircir. Richard depuis Libreville. Au Gabon. On reste au Gabon. Bonsoir Rosalie à ton panel. Le RDPC soutient toujours des bêtises. Je demande si on les fait ça même au village. Qu'ils prennent cet argent pour goudronner Douala Bafoussam. Eric Simao depuis Libreville. Midoubé 1. Bonsoir Rosalie, monsieur, on donne un grand problème. C'est l'argent mal acquis qui les fait perdre le sens, ces gens-là. Le sens humain. Ces gens qui nous écrivent. Donc, ils ne sont pas pour la reconstruction, si je comprends bien. Bonsoir Rosalie, quelle reconstruction dans une zone en guerre? C'est Christian Akam depuis Soa qui nous écrit. Le temps évolue, nous également on doit évoluer dans cette émission. On va suivre l'actualité, minute par minute pour vous à la maison. On va poursuivre... Je voulais dire quelque chose. Il y a un certain Jules là, qui s'est amusé à vouloir un peu parler aux syndicalistes. Il faut qu'ils comprennent. Vous comptez répondre Oui, parce qu'il y en a qui aiment souvent rester... Il y en a toujours qui ne seront pas d'accord avec vous. Il faut même faire des mises au point, parce qu'ils parlent d'un bon point. Il faut qu'ils comprennent que... Il y a le syndicat... Vous n'avez même pas d'un bon point. Je l'ai. Vous êtes normal, en fait. Écoutez, je ne sais pas. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a un syndicalisme qui est du secteur formel, c'est-à-dire d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez des travailleurs qui manquent de qualification, ils n'ont pas presque le cap.
le CPE, qui travaille peut-être à Camrail, vous comprenez, ou bien qui travaille dans une entreprise, il faut écrire un syndicat d'entreprise. En revanche, chez un syndicat dit informel, vous avez pratiquement les activités libérales qui peuvent créer un syndicat. Moi, par exemple, je suis syndicat des transports, et j'ai été taximan, propriétaire de mon taxi. Donc, je ne suis pas un pauvre type. Mais il faut qu'ils comprennent que je dois avoir de l'embonpoint parce que je fais un syndicalisme de l'informel. Je fais un syndicalisme d'entreprise où je suis ouvert sans qualification. On a besoin de ça. Il faut qu'ils comprennent ça. Et puis, il y a les syndicalistes qui n'ont pas un certain niveau d'études. Et j'ai eu la chance de l'avoir. Il faut qu'ils comprennent donc que ce n'est pas la même chose. D'accord. Ce manque de connaissances, ce manque d'informations. D'accord, on va évoluer. On va évoluer. Ainsi que nous La BA plaide pour une réhabilitation rapide. Nous sommes passés au deuxième sujet de la Sonara pour préserver les réserves de change de la CEMAC. C'est la raison qui a été avancée. Ok. Pourquoi vous dites OK? Pour préserver les réserves de change de la CEMAC. Première question, on a quelle réserve? Il y a toujours des réserves. Chaque pays, dans les... c'était d'abord dans le trésor français. Oui. Mais la gestion, n'est-ce pas, de ces réserves appartiennent désormais, n'est-ce pas, à la BEAC, qui chaque pays a des réserves. C'est par rapport, n'est-ce pas, à ces réserves que certaines transactions peuvent être faites sur le plan international. Donc, moi, je vous demande souvent d'expliquer au Cameroun. Oui, tout à fait, tout à fait. Nos réserves qu'ils gardent à leur niveau. Oui. Ils disent que pour préserver les réserves d'échange dans la CEMAC, on doit réhabiliter la Sonara. Tout à fait, tout à fait. Puis il faut rendre la Sonara viable. Pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est le pays qui a le plus de réserves ici en Afrique centrale, puisque nos réserves sont la moitié, n'est-ce pas, de ce que des réserves de l'Afrique centrale, et ceux de la zone BEAC. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que c'est la zone CEMAC. La zone CEMAC. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent effectivement que les réserves camerounaises soient beaucoup plus stables pour le bon comportement de toute l'économie, n'est-ce pas, dans la zone CEMAC. Et je crois que c'est à juste titre. Vous comprenez, si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes à 5 sur le plateau, et lorsqu'on fait l'addition de nos richesses, il se trouve que ma richesse équivaut, n'est-ce pas, à vos 4 richesses. Vous comprenez un peu, madame? Donc c'est ce que nous expliquons aux téléspectateurs. Donc j'ai la moitié, n'est-ce pas, de l'ensemble des réserves. Vous avez vous les 4, vous avez l'autre moitié. Donc le Cameroun à cette possibilité-là. Donc, pour que mes réserves, pour que l'économie, pour que notre milieu ambiant soit complètement viable, il faut que mes réserves soient stables. Parce que c'est moi qui tire, n'est-ce pas, l'économie de l'Afrique centrale. C'est la raison pour laquelle les responsables de la BEAC ont tout à fait raison, n'est-ce pas, de demander, d'exiger, d'accélérer la réhabilitation, n'est-ce pas, de la Sonara, qui fait partie des structures. Réhabiliter la Sonara. Parce que accélérer qui a commencé. Oui, disons que ce plan avait été déjà conçu, fait, et les responsables de la Sonara, toujours nommés, généralement lorsque vous êtes à la tête d'une structure qui a des problèmes, vous faites des propositions, n'est-ce pas, des propositions. Donc on ne peut pas dire que ceux qui sont là ne font jamais de propositions, c'est peut-être parce que nous n'avons pas ça sous la main, mais il faut dire que les responsables doivent... Qu'est-ce qui a manqué pour qu'on implémente les propositions? Et il se trouve même que pour la reconstruction de la Sonara, vous savez que pour la reconstruction de la Sonara, on a besoin de ces 400 milliards. Oui, 400 milliards qui ont été déjà, qui font partie un peu de quoi construire 2 raffineries? Je ne sais pas si c'est exact, construire 2 raffineries, je ne crois pas. Mais je sais qu'on a besoin de 400 milliards. Avec nos chiffres ici, c'est souvent compliqué parce que chez nous, ça vaut toujours 4 fois le prix. Je sais que c'est avec 400 milliards qu'il faut réhabiliter notre Sonara. D'accord. Président,
si je suis très bien ce que la BEAC dit, hein, selon le gouverneur de la BEAC, le fait pour le Cameroun d'importer tous les produits pétroliers finis, comme on fait là depuis... Non, je faisais que l'entrée en matière. Tu croyais que quand il pose la question, c'est qu'elle ne sait pas. Importer tous les produits pétroliers finis au Cameroun, comme on le fait depuis quelques temps là, ça fait que, depuis l'incendie, hein, sauf que même après l'incendie, on ne faisait pas tout ça. C'est depuis la dernière fois qu'on a exagéré, que ça fragilise les réserves d'échange de la zone CEMAC. Et du coup, il faut résoudre le problème parce que ça fragilise la position extérieure. Donc, en d'autres termes, nous on souffre depuis. Avec notre Sonara, on ne s'en sort pas. Nos devises, elles se partagent. 50%, et eux, ils gardent 50%. Dans le trésor français. Nous, on regarde. Maintenant, ils disent que pour bien manager notre argent là-bas, ça les gêne comme nous, on importe le pétrole brut ici. Déjà, je rappelle que la Sonara n'a jamais raffiné notre pétrole. Hein. Jamais. On est d'accord? Voilà. Donc, la Sonara n'a jamais raffiné le discours officiel. Non, notre pétrole. Le discours officiel. Non, le matériel ne permettait pas. De toute façon, c'est une longue histoire. Je ne suis pas venu faire le débat. Oui. Et ce n'est pas moi qui débat, mais c'est une information. Oui. C'est des moments que nous avons, vous avez raison, eu acquis ce qu'on appelle les hydrocraqueurs. Que nous avons acquis auprès des Russes. L'appareil qu'on appelle hydrocraqueur, c'est l'appareil qui permet, n'est-ce pas, de transformer et de broyer les monticules pétroliers et de les raffiner. Voilà. Donc c'est maintenant qu'on est en train de vouloir commencer à réunir le matériel pour raffiner le pétrole camerounais. C'est ça. Donc généralement, on portait, les gens portaient, ils partaient, puis ils venaient stocker là-bas, nous on gérait. Donc maintenant on dit que comme vous ne faites plus ça, l'argent est en train de déranger de l'autre côté, le business ne marche plus. Donc il faut réhabiliter rapidement la Sonara. Peut-être cette raison peut justifier qu'on ait finalement la Sonara réhabilitée dans les jours à venir. Parce que ça fait 4 ans radicalement qu'on annonce la réhabilitation de la Sonara. Rien n'est fait. Peut-être avec la sortie de la BA qu'on va se dire alléluia. On aura de nouveau la Sonara, mais pour quelle fin? C'est là toute la question. Vous savez, le Cameroun aujourd'hui importe pratiquement tout son pétrole qu'il consomme. Importe. Et ce pétrole ne s'achète pas en francs CFA. C'est en devise. En devise. Vous comprenez? C'est dire que voilà dans un Cameroun qui est pratiquement en train de ruiner la meilleure des devises qui devait être utile pratiquement à l'économie du Cameroun en d'autres lieux. Or, d'où vient-il que nous soyons un pays producteur de pétrole et que depuis que la Sonara a pris feu, on ne sait trop comment, on soit carrément dans l'incapacité de réhabiliter cette Sonara-là pour qu'elle puisse raffiner le pétrole camerounais. Le Tchad, là, raffine son pétrole. Au Nigeria, un individu, un homme, appelé Dangote, a pu construire une raffinerie là-bas. Nous, au Cameroun, En état. pays porteur de l'Afrique centrale, depuis les indépendances, on n'a pas une raffinerie. Ou bien, on a une raffinerie, mais qui en réalité est un éléphant blanc. Un éléphant blanc. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu, à l'époque d'Aïdjo, la possibilité de construire une raffinerie, comme dit, en incapacité de raffiner notre pétrole. Sorcellerie. Sorcellerie. Et depuis que nous avons un contact avec la CSPH, nous, les syndicats de transport, nous avons de cesse de leur dire, vraiment, la solution, c'est dans le raffinage de notre pétrole. Nous sommes en 2024. Il faut que ce soit la BEAC qui vienne leur dire que réhabiliter la Sonara, parce qu'en réalité, on serait en déficit en termes de devises. C'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Si on continue pratiquement à toujours prendre ce pétrole de l'extérieur, on le prend en devise, on veut le vendre en francs CFA, pour encore convertir ce franc CFA avant d'aller acheter ce pétrole. On court pratiquement, comme on dit au quartier, dans le sac. Donc, il me semble, Majesté Ododon, qui comprend très bien le sujet, mais qui feint ne pas très bien comprendre, n'est-ce pas? S'il vous plaît, permettez que cette réhabiliter la Sonara, Majesté Ododon, réhabiliter la Sonara. C'est quand même honteux. C'est honteux qu'un pays comme le Cameroun soit en dépendance énergétique complète. Vous savez ce que c'est la dépendance? Ça veut dire que si
Pourquoi vous avez d'abord brûlé la Sonara, vous qui... Ah non. Je ne sais donc pas. Parce que vous dites que c'est une accusation. C'est pas vous qui avez brûlé. C'est pas vous qui avez brûlé. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a eu donc un incident, certainement, qui n'est pas un incident, qui a dans tous les cas fait criminel. Oui, donc ce n'est pas, ça dit qu'il y a eu d'abord un problème. Donc il faut résoudre ce problème. Donc vous ne devez pas parler comme vous parlez là. Majesté, tu as la bonne information. Ne cherche pas à nous distraire. C'est que je n'ai rien dit qu'il soit compliqué là. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ça veut dire que si les bateaux ne viennent pas nous approvisionner, on tombe pratiquement en dépendance. Mais attends, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si d'aventure on est attaqué, ça sera très grave. C'est quoi? Qu'est-ce que vous nous prenez, vous? Vous nous dites que le pétrole camerounais est lourd. Vous appelez quoi pétrole lourd? Qu'est-ce qu'on appelle pétrole lourd? C'est un discours officiel qui est toujours entretenu. Chaque fois que vous êtes en phase 2, il faut toujours faire comme si on suppliait pour avoir... Je dis un individu, un homme, Dangote a conçu la raffinerie, on dira, sous vos yeux. Non, ça veut dire que ça fait... Que ce soit la BA qui nous conseille de réhabiliter la Sonara. Et vous verrez, hein, ça va se faire maintenant. Là. Vous voyez comme la BA est venue, ça va se faire. Non, honte à nous. Akono, le chef de l'État, on se rappelle il y a quelques années, avait déjà tout validé pour que la Sonara soit réhabilitée. On a même nommé un directeur. Et puis, stop. On n'a plus rien eu. Entre-temps, il reçoit quand même le salaire chaque mois. Je ne sais pas où on prend son salaire, puisque la Sonara, entre-temps, ne fonctionne pas. Bon, fonctionne en partie, puisqu'il y a quand même des trucs qui circulent là-bas. Dans le Sosongo. C'est un peu le nouveau directeur, il est à la fois directeur de la Sonara et puis il est encore président du conseil d'administration. Bien quoi, il est encore quelque part comme directeur adjoint, je crois, au port de Crillon, quelque chose comme ça. Mais regardez ça, Majesté, en donnant. Madame, moi je crois que vraiment, on ne nous a pas d'abord dit qu'est-ce qui s'est passé pour que la Sonara brûle. On a dit que c'était un acte criminel. Bon, acte criminel. Je n'ai pas dit ça. On nous a rien dit. Acte criminel posé par qui, par quoi? Voilà. On nous a rien dit. L'enquête n'a pas encore été. L'enquête sur son cours. Comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude au Cameroun, les enquêtes on commence, mais ça ne finit jamais. Mais même si on va réhabiliter cette Sonara, est-ce que ça va nous aider vraiment dans ces difficultés que le pays fait face avec le coût élevé de ce pétrole au niveau de la pompe, le pétrole en pompe qui se fait rare ces derniers temps-ci là, et tout ce qui va avec. Alors la réhabilitation, est-ce que ça va permettre que notre situation, ne serait-ce que le coût de la vie des Camerounais puisse changer? Si ça va aider sur ce sens-là, tant mieux. Mais s'il faille encore faire ces transactions qu'on faisait avant, quand bien même elle fonctionnait, cette raffinerie, je crois que des questions se posent et on aura encore des questions à se poser. Tout compte fait, pour le bien des populations, je crois que l'État qui travaille déjà, on loue les efforts que l'État fait, mais il va falloir davantage qu'il fasse un travail de plus en plus simple et pratique pour que le Camerounais moyen puisse vivre de façon aisée, parce que là, jusque-là, les Camerounais suffoquent, ils souffrent. La carte d'identité, ce n'est que récemment. Les prix, les produits de première nécessité, c'est difficile aujourd'hui de vivre avec 10 000 francs ou 1 000 francs, c'est impossible. Vous voyez, le riz qu'on achetait à 500 francs, parfois 400 francs, 200, aujourd'hui, avec 1 000 francs, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour les enfants. Hein. Alors, vous voyez, on va vous dire pourquoi le prix du pétrole a augmenté. On ne peut pas transporter les marchandises parce que, ainsi de suite, à cause du pétrole. Donc pour vous, cette réhabilitation, elle doit être accélérée. Il faudrait véritablement qu'on en arrive à une véritable réhabilitation. Que 100 milliards. Si c'est que ça va permettre qu'on raffine le pétrole au Cameroun, qu'on n'en souffre plus, qu'on ne parle plus de, comment ils appellent ça, l'État en cas de subventionner, ainsi de suite. Il y a tellement de choses là-dedans, parfois quand on en parle, donne les mots de tête. Donc autant mieux faire les choses simples. Cet argent, peut-être ça peut nous aider. J'avais suivi une fois un expert pétrolier dire que avec je ne sais pas combien de milliards ou de millions. C'est pourquoi j'ai dit que le 400 milliards, c'est deux raffineries. Voilà. Donc, mais nous, on demande 400 milliards pour réhabiliter la Sonara. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut trouver les 400 milliards, puisqu'on a déjà un souci
avec notre budget au point où on crée des poches. S'ils en passent, ça veut dire qu'il y a déjà. Mais comment ça va se gérer? C'est là tout le problème. Ou alors, qui va gérer? Ou alors, vous savez que ces annonces n'ont pas commencé aujourd'hui. Le Premier ministre avait déjà annoncé, je crois, en 2022 ou 2021. Et puis, le 30 novembre, toujours à l'Assemblée nationale de 2023, il a rappelé cela. Espérons donc qu'on va sortir de l'auberge cette fois-ci. Réhabiliter, oui, mais est-ce que ça va aider à ce qu'on raffine le pétrole sur place pour que le coût de l'essence à la pompe et autres puisse baisser pour que la vie des Camerounais soit un peu plus paisible, un peu plus facile. Sinon, réhabilité, bon. Ok. Réhabiliter, mais en s'assurant qu'on raffine désormais le pétrole du Cameroun. D'accord. Patrick Biyébé, à votre avis, on en arrive finalement à cette réhabilitation tant annoncée, parce que les effets d'annonce, on en a eu, hein, ça fait, je disais tantôt, 4 ans à peu près. Bon, je dis quand ça a été officiel, pas quand on parlait encore dans les bureaux. Parce que quand le président de la République fait déjà une sortie sur un sujet, on peut commencer à compter les jours. Donc voilà, donc du coup, on a annoncé, on a réannoncé et on continue d'annoncer. Aujourd'hui, c'est la BA qui fait une sortie pour dire réhabiliter cette affaire. Réhabiliter parce que ça commence à faire chaud quand même dans les caisses. Il faut réhabiliter cette Sonara. On réhabilite ou pourquoi pas on en crée une autre? C'est aussi une alternative, non? C'est même mieux d'en créer. C'est aussi une alternative. Pourquoi focaliser sur la Sonara? C'est la question qu'on se pose tous. Et si ça a brûlé et qu'il y a encore une enquête en cours, pourquoi ne pas abandonner les vestiges de la Sonara là-bas et nous construire une raffinerie flambant neuve avec ces mêmes 400 milliards dont vous parlez? On peut être au moins sûr qu'elle sera moderne, elle aura le matériel update et elle pourra peut-être raffiner le pétrole camerounais. Pourquoi retourner s'enterrer dans quelque chose qui a brûlé et dont on n'a même pas encore compris les raisons de la brûlure? Bien, Rosalie, avant de vous répondre, permettez-moi de revenir rapidement sur le sujet. C'est le premier sujet. Non, j'ai refusé. D'accord, d'accord. Bien entendu. Réhabiliter, certes, mais si, comme le disait le professeur, si c'est pour revenir dans le statu quo, cela ne sert à rien. Parce que, souvenez-vous, en 1972, lorsque on vient vendre ce projet à Amadou Ahidjo, qu'il faut une raffinerie parce que c'est mieux de raffiner sur place et il accepte, mais sauf qu'il avait été dupé. Ce qu'on nous a donné, c'est un grand site de stockage des produits pétroliers. Parce qu'on vient, on stocke ça, et puis on envoie de l'autre côté, on va raffiner, et on nous ramène en concession au Cameroun pour que nous achetions à nouveau, c'est-à-dire notre propre pétrole. On achète à nouveau. Et vous savez que, effectivement, dans les achats, dans le commerce international, on n'achète pas en CFA, le franc CFA d'ailleurs ne vaut absolument rien. C'est en devise qu'on achète. Et c'est le lieu peut-être de rappeler donc justement à ceux qui nous écoutent que quand on parle de devises, on parle ici des avoirs d'un État, Alors, s'il faut que nous, on raffine, il faut qu'on raffine un pétrole qui est le nôtre, c'est-à-dire on raffine notre propre pétrole à usage d'abord national, avant de voir si on peut l'exporter ailleurs. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment un pays producteur de pétrole depuis 2019, qu'il y a eu cet incendie, qu'il soit criminel ou pas, je veux pas. Bon, en même temps, comme il y a toujours des enquêtes en cours au Cameroun, dont on ne sait jamais la finalité, néanmoins, il est préférable soit de construire une autre raffinerie. Pourquoi ne pas avoir plusieurs raffineries? Pourquoi ne pas en avoir? Que de se focaliser justement sur l'ancienne Sonara. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, il faut aussi savoir que lorsque la BEAC vient à parler, effectivement, c'est parce que le Cameroun est compté parmi les locomotives, n'est-ce pas, en Afrique centrale. Et nous représentons environ 70%, n'est-ce pas, des réserves de change de la BEAC. Donc quand ils en parlent, c'est parce que nos importations font, n'est-ce pas, souffrir les réserves de change de la CEMAC. Les autres pays en souffrent également, les pays de la CEMAC en souffrent également. En souffrent également, on va pas punir les autres à cause de notre incompétence. Ça, c'est un problème.
n'est-ce pas? C'est pas notre argent. Non, c'est certes notre argent, mais ce n'est pas simplement notre argent, parce qu'ici on parle de la BIAC c'est pas pour nous. La BIAC appartient, n'est-ce pas, à la communauté, c'est pas pour nous. Donc, mais vous ne pouvez donc pas punir d'autres États parce que vous êtes incompétents, vous n'arrivez pas à construire ou à réhabiliter une raffinerie ou à mettre sur pied une nouvelle raffinerie, parce que tantôt il y a des soupçons de corruption par-ci, tantôt il y a des problèmes, etc. Il faudrait que véritablement que le Cameroun, parce que producteur de pétrole, que le Cameroun, parce que locomotive de la sous-région, puisse comprendre que c'est important d'avoir son propre pétrole et de le raffiner pour que, comme disait monsieur l'enseignant, c'est que cela doit en réalité bénéficier d'abord aux Camerounais, parce que c'est inconcevable quand on arrive dans des stations, qu'on trouve le carburant à 800, un pays producteur de pétrole. Oui, mais comme vous-même vous le dites, on ne raffine pas notre pétrole. Justement, il faut donc nous avons du pétrole, nous en avons. Si maintenant les autres, enfin, ceux qui nous gouvernent actuellement n'arrivent pas à comprendre qu'il faut que, en tant que producteur de pétrole, que nous arrivions à raffiner notre propre pétrole. Le syndicaliste a parlé tout à l'heure du Tchad. Le Tchad arrive à raffiner son propre pétrole. On a connu tous les problèmes qu'il y a eu entre l'État camerounais et l'État tchadien. Relatif à la nationalisation de leur propre pétrole. Ils ont tout fait pour nationaliser et raffiner leur propre pétrole. Pourquoi nous, locomotive de la sous-région, on n'arrive pas à cela? C'est problématique. Il faut comprendre qu'il y a, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, un manque de volonté politique. C'est d'abord cela, avant de voir tout le reste. C'est d'abord manque de volonté politique. Mais si on voudrait vraiment s'émanciper, comme vous le dites, l'idéal, c'est de construire une raffinerie qui soit capable de raffiner notre pétrole. Parce que si on réhabilite la Sonara en l'état, c'est-à-dire qu'il ne raffine pas. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Autant me laisser. Cela ne sert à rien de construire ou de réhabiliter la Sonara à l'état actuel. Cela ne sert absolument à rien. Et puis, Rosalie, lorsque vous essayez de réfléchir cette question du pétrole au Cameroun, vous vous demandez en réalité, c'est quoi cette sorcellerie-là? Voyez-vous, depuis que j'ai entendu parler de la quantité de barils produite au Cameroun, ça a été de 80 000 barils jour. 80 000 barils jour. En revanche, quand vous regardez le Nigeria, on vous dit 2 millions de barils jour. Le Tchad au-dessus de nous, on vous dit 1 500 000 barils. Vous avez la Guinée équatoriale sous nous. Vous avez bien la carte, hein, sous nous, on vous dit 2 millions de barils. Le Gabon, 2 millions. Mais nous, 80 000 barils. C'est-à-dire qu'au milieu de toutes ces nappes-là, pétrolifères, tout le monde a 2 millions de barils. 1 500 000. Mais le Cameroun est à 80 000 barils depuis Mathusalem. On n'a jamais su exactement quel est notre potentiel énergétique en termes de pétrole. Mais c'est un problème. Donc vous comprenez qu'il y a une volonté, semble-t-il manifeste, de ne vraiment pas nous dire certaines réalités sur la question du pétrole. C'est quoi la Sonara? Ça coûte quoi? Je vous dis qu'un individu a construit la raffinerie, Rosalie. Un individu. Dans le Cameroun réel, c'est possible ça, la réhabilitation, pourquoi pas la construction? C'est Bruno Diadi qui nous écrit, ce sont toujours les manœuvres pour le détournement des fonds, il renchérit. Voilà. Autre réaction, bonjour au plateau, demandez à M. Ondondo qui laisse l'affaire là s'il ne maîtrise pas l'affaire des réserves. Les réserves sont de l'argent qui constitue une garantie dans le marché de change, garantie par l'euro. La France est le gros bénéficiaire de ces réserves-là. Pour ce qui est de la Sonara, l'argent prélevé pour sa réhabilitation a été détourné à d'autres fins, au point où le gouvernement rançonne les populations à présent. Oui. Et au cher aîné, pour la réhabilitation de la Sonara, c'est la bienvenue. Mais quel impact aura-t-elle sur les Camerounais lambda comme moi? Attendons voir. Achilimi, depuis Yassa Yatika, Douala. Bonsoir Rosalie, pourquoi ce syndicaliste sur votre plateau s'offusque du fait qu'on lui fasse des critiques? Pense-t-il aux critiques qu'il a toujours eu à faire aux autres? Et ton fils, qu'il soit fair play, c'est ça aussi être un grand homme. C'est Togi depuis... Essos. Wow, Rosalie, les affaires du pétrole ne se parlent pas le jour.
Et n'importe où, comme le disait mon défunt beau-frère et ancien directeur d'une grande institution pétrolière aujourd'hui décédé. C'est Masok Thomas. Bon, nous on fait quand même l'effort de parler en plein jour. Est-ce que ça va nous tuer? Je ne sais pas. Bonsoir Rosalie. Depuis l'incendie de la Sonara, le Cameroun a importé pour plus de 1800 milliards de francs CFA de carburant. Cette importation massive de pétrole impacte négativement notre compte de trésor qui est à la BEAC ainsi que notre balance commerciale. La BEAC a donc tout à fait raison de demander la réhabilitation de la Sonara qui devrait coûter 400 milliards de francs CFA afin de limiter la sortie des devises du Cameroun. C'est Jean-Claude qui nous écrit. On reparle du côté du Burkina Faso. Ouais, madame, le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein. Comment comprendre que le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire construisent des raffineries à environ 300 milliards? C'est connu de tous, mais au Cameroun, vous parlez de réhabilitation seulement à coût de 400 milliards. Le président de la République est entouré même de qui est? C'est Paul depuis Ouagadougou. Rosalie, on prend les mêmes et on recommence. L'ex-directeur avait émis l'idée de construction d'une nouvelle usine de raffinage. Des voleurs l'ont mis en prison. Après, ils ont mis le feu et aujourd'hui, ils deviennent des sapeurs-pompiers. Bande de voleurs. Ces ondons-là qui libèrent le plateau, j'aimerais pas voir... mais là, ce sont des... Non, j'aimerais pas le voir, lui et Messi. C'est pas sérieux. Non, mais c'est pas sérieux que... C'est son choix et moi je lui réponds... Il passe le temps à nous insulter. Il faut être démocrate au Cameroun. Laisse-moi, je lui dis. Toi, reste tranquille. C'est moi qui cause à mes téléspectateurs. On a je le dis tous les jours, c'est moi qui invite. Donc, si sa tête ne te plaît pas, tu n'es pas devant l'écran. C'est aussi facile, c'est moi qui l'invite. Quand il vient, tu dis que tu ne veux pas voir sa tête devant la télé. Éteins seulement ta télé, tu ne vas plus voir sa tête. Et puis, non, n'achète pas. Et puis moi, n'achète pas, majesté. Je suis plus beau que lui. Je suis plus beau que lui. On montre un peu sa tête. Et qu'on montre sa tête et qu'on montre je suis plus beau que lui. Lui, montre sa tête dans la télé. Au Camerounais et qu'on voit qui est le plus beau. Rigo depuis Kentus. Bonsoir Rosalie. Pourquoi insulter autant les Camerounais? Rosalie, depuis 2019, on retient 48 francs par litre de carburant vendu qui était supposé être gardé pour la reconstruction de la Sonara. Rosalie, cet argent est logé où et pourquoi on ne construit pas de nouvelles raffineries? C'est M. Zigli qui pose la question. Bonsoir Rosalie, ainsi qu'à ton panel Le Grand Soir. C'est l'une des plus grandes émissions de débat dans notre pays. Allez de l'avant. La Sonara ne sert à rien, étant donné qu'elle ne raffine pas le pétrole camerounais. 50 ans d'arnaque. Il s'agit d'un éléphant blanc. C'est Christian depuis Soa qui se remonte envers l'idée qu'on en construise une beaucoup plus adaptée. Bonsoir Mouna Moutou. Très belle ce soir. Merci. Bon, je suis souvent l'aide des autres ce soir. Bonsoir Rosalie, bravo à Monsieur Ondondo. Il dit de reconstruire le Nozo, mais réhabiliter la Sonara. Il dit que nous avons un pétrole lourd. Pour lui, il ne faut pas. C'est Jean qui le dit. Ouais, Majesté, comment peux-tu continuer avec toutes les remarques que les téléspectateurs te font? Et toi, tu veux discuter encore avec eux? Tu n'arrives pas à changer. On dit que ça, les idiots refusent de changer. Change même, non? Beaucoup de tes compatriotes commencent déjà à nuancer tout ce qui sort de leur bouche. Toi, tu ne veux pas nuancer. Ma Rosalie, construire une nouvelle raffinerie ne leur permettra pas de détourner grand-chose. Dans ce pays nous étonne tous, même Sa Majesté là, il sait que tous les jours que Dieu a créé, nous-mêmes nous souffrons. Claude, depuis PK12. Bonsoir, Madame Rosalie, à tout le plateau. Le produit... mais n'exporte pas. Je produis, mais je n'exporte pas. Ouais, c'est comme si tu prépares, mais tu ne manges pas. C'est MSD depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie. Depuis l'incendie de la Sonara, le Cameroun importe pour plus de 1000... Ah, ça j'ai déjà lu. Jean-Claude, ce message est déjà parvenu à mon niveau. Rebonsoir Rosalie. Madame Guesselet, l'État du Cameroun ne gagnera rien sur la réhabilitation parce que le gouvernement de Paul Biya n'aura plus les rétrocommissions. Les hautes instructions sont en train de rire devant le comité de la CEMAC là que c'est un gonotiala depuis ACAC qui nous écrit ce soir. Alors on prend une transition et puis on aborde notre dernière thématique.
Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. Nous sommes ensemble, on échange autour des sujets qui font l'actualité et on prend la ligne droite pour sortir de cet autre numéro de votre émission. On va parler à présent d'investir au Cameroun. On le sait, hein, je commence de quel côté? Qui investit même au Cameroun? Non, là je commence avec vous, Akono. Vous êtes à l'école. Donc c'est vous qui êtes en train de former les gens qui doivent investir dans ce pays, surtout avec les SASM, on le sait, c'est des boulots. D'autre part aussi, la communauté urbaine qui est là, on ne sait pas si c'est vraiment la communauté urbaine, les mairies, on ne sait pas si c'est vraiment les agents de la mairie qui viennent. Bref, il y a toute une panoplie de personnes qui défilent là pour demander impôts, taxes et ceci. Alors, ça devient compliqué et ça n'encourage même pas. Mais puisqu'il faut quand même qu'on ait quelque chose pour nourrir sa petite famille, alors on va dire comme au Cameroun, on supporte et puis on avance comme ça. Mais je crois que l'État devrait non seulement alléger les procédures et puis aider les Camerounais à aller dans ce sens-là, parce que sinon tout le monde ne peut pas dépendre de l'État, tout le monde ne peut pas tout attendre de l'État. Le président de la République ne cesse de le dire, mais peut-être ceux qui sont censés faciliter, ou alors ceux qui sont les facilitateurs de cette affaire ne font pas ce qu'ils peut-être devraient faire ou doivent faire. Et ça devient compliqué. Ça décourage certains. Bon, les plus robustes vont jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont commencé. Donc moi je crois que l'État d'une part et même les aînés en ont parlé, plus intelligents que moi, ils ont parlé. Même les membres du RDPC, certains ne s'en sortent pas. Ce sont mes voisins à gauche et à droite au quartier. Mais je crois que le président de la République, lui, il a donné la voix, mais ceux qui sont chargés l'application de la mise en bouche de ces facilitations-là ne font pas ce qu'ils doivent faire. Et je crois que la hiérarchie devrait de temps en temps sanctionner, parce que quand on ne dit rien, on est là, on parle, on décrit, on crie à tort et à temps et à contre-temps, mais rien n'est fait. Si on ne sanctionne pas au Cameroun, je crois que rien ne se fera. Rien ne va bouger. Même si le président a la bonne volonté de donner les orientations, mais si ce n'est pas implémenté vraiment, ça ne sert à rien. Comme le disait le syndicaliste, on court dans le sac. Investir au Cameroun, c'est une nécessité en ce moment, président, parce que le président de la République, justement, a fait le constat que la fonction publique ne peut pas donner du boulot à tout le monde. Il faudrait que les uns et les autres deviennent. D'ailleurs, l'université aujourd'hui est une université professionnelle qui pousse les uns et les autres à rentrer dans l'entrepreneuriat à la sortie des études. C'est pour dire qu'on voudrait voir de nombreux entrepreneurs au Cameroun. Mais il a posé le problème aujourd'hui. Investir, on veut, mais est-ce que c'est alors facile? Il faut dire, Rosalie, que les jeunes Camerounais se battent vraiment pour s'insérer dans la vie active. Quand vous regardez pratiquement de manière générale, aller dans les marchés, les voir, vous sentez que c'est des garçons qui veulent arrêter, avoir de quoi manger. Il faut donc essayer de distinguer les types d'investissements. Il y a des investissements qu'on peut dire de type primaire. C'est-à-dire que peut-être nos gars qui font un peu dans la sauvette là, les petits coiffeurs là, vous voyez, qui ouvrent, n'est-ce pas, des petites structures pour pouvoir, n'est-ce pas, s'épanouir. Mais maintenant, ceux-là, par exemple, ma chère, ont des difficultés dues à quoi très souvent? Le bail. Parce qu'il faut dire qu'à ce niveau-là, le bail a un niveau très élevé au Cameroun. Il me semble que je ne comprends pas comment le gouvernement ne jette pas un coup d'œil sur cet aspect des choses-là. Parce que vous voyez bien un jeune qui trouve un petit salon de coiffure, il essaie, n'est-ce pas, de commencer, n'est-ce pas, à se mouvoir. Mais quand vous regardez pratiquement le différentiel entre ce qu'il a en fin de mois et ce qu'il donne en termes, n'est-ce pas, de paiement du bail, vous remarquez que vraiment, il a la tendance pratiquement à être asphyxié par le bail. Donc, l'impôt même, il est normal de payer l'impôt, n'est-ce pas? L'impôt même n'est pas un problème pour les petits investisseurs. Mais seulement, même dans d'autres pays, pour essayer, n'est-ce pas, de permettre à ces enfants de se lancer, l'État, très souvent, essaie de les exonérer en termes d'impôts. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, dire que, bon, ok, un jeune qui sort, par exemple, de l'université, ou bien un jeune Camerounais qui s'installe, et qui a pratiquement un investissement qui n'excède pas les 500 000 francs, on peut lui donner 500 000, on peut lui donner 5 ans de dispensation en termes d'impôts,
le temps, n'est-ce pas, de bien se structurer et être désormais contribuable. Maintenant, quand on s'agit maintenant des PME, ou bien des PMI, n'est-ce pas, vous voyez donc que ça devient un peu, ça commence à devenir compliqué au Cameroun. Vous comprenez? Parce que il semble que, vous savez que c'est très souvent l'État, on dit, c'est l'État qui facilite très souvent comment dirais-je là, le boom économique. Quand vous êtes un homme d'affaires, c'est très souvent avec l'État que vous pouvez avoir des facilités pour véritablement vous permettre d'éclore. C'est-à-dire en termes par exemple de crédit. Voyez-vous, le crédit est difficile au Cameroun. Il faut le dire, le crédit est difficile. Vous comprenez? Et l'État lui aussi ne vient pas très souvent en appoint aux jeunes investisseurs qui commencent, n'est-ce pas, à montrer la tête. Et quand même l'État veut venir en appoint, l'État vient soutenir des personnes qui ont jamais eu d'expérience. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple un GIC, vous avez des gens qui viennent, ils ont peut-être 20 hectares de terre, où ils se sont réunis pour investir, vous croyez que c'est sérieux. Déjà, avoir cette portion de terre, ça n'a pas été évident. Et puis, ils ont pratiquement 5 ans d'expérience. Et on les voit vraiment travailler, on les voit faire. C'est en réalité ce genre de garçon, ou bien ce genre de groupe, que l'État devait venir plutôt dire, ok, comme vous êtes pratiquement à 100 millions, n'est-ce pas, je vous accorde un soutien peut-être de 20 millions. Ou bien je veux par exemple votre client. L'État devient client par exemple, ou bien là facilite, n'est-ce pas, l'exportation des produits. Or, c'est pas très souvent ce que l'État fait. Donc, l'État abandonne presque, n'est-ce pas, les jeunes investisseurs à leur propre sort. Donc, ça devient une espèce d'acquis mieux. Et ça fait que, vous voyez, il n'y a pas une clarté, vous voyez, en termes d'investissement. Très souvent, à la fin de l'année, le chef de l'État vous dit qu'on a eu pratiquement 300 000 emplois. Mais quand vous regardez à la réalité, si vous allez par exemple à la formation professionnelle ou bien au niveau, n'est-ce pas, du ministère du Travail, vous n'aurez pas une traçabilité sur comment est-ce que ça s'est passé pour qu'on aille de fil en aiguille avoir 300 000 emplois. C'est peut-être des personnes qui sont sorties comme ça, comme des champignons, et ont commencé à... qui est Ben Sikiner, qui est Colbonceur, ainsi de suite, et à la fin on dit que non. Et quand vous voyez maintenant la relation maintenant entre les grands patrons et l'État, vous voyez que c'est toujours très souvent... ils sont très souvent en conflit. Vous allez voir que le GECAM n'est pas toujours en odeur de sainteté avec l'État. C'est-à-dire que l'État élabore les politiques publiques sans impliquer le patronat. Or, c'est eux qui ont pratiquement les moyens pour créer, n'est-ce pas, l'emploi. Voyez-vous? Et quand on sait que l'emploi est vraiment le désir profond de tout chef d'État, c'est-à-dire que chaque État rêve du plein emploi. Or, comment ça peut se faire que vous avez des politiques publiques sans, n'est-ce pas, consulter le patronat et même nous-mêmes, les syndicats au Cameroun? Donc, il n'y a pas un dialogue véritable entre le gouvernement et les investisseurs au Cameroun. Ça fait que ils n'ont pas vraiment les informations de pointe qui feraient que, en les appliquant... Est-ce que ce n'est pas aussi le refus de s'informer par moment? Parce qu'on a quand même des gens, moi j'ai eu des personnes qui veulent même venir investir au Cameroun, mais qui... pour certains, ne font même pas le déplacement de venir toucher du doigt la réalité sur le terrain avant de se lancer, mais qui, à travers des coups de fil, se disent avoir maîtrisé l'environnement. Et lorsqu'ils viennent pour se lancer, on a justement des entreprises qui chutent au bout d'un an. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait de ne pas totalement, en fait, vous appelez ça quoi, maturer les projets qui conduisent également à ce que certains investisseurs finissent par se prendre le mur? Il faut dire aussi, Rosalie, que en termes d'investissement, on a souvent ouï dire qu'il y a des blocages du point de vue, n'est-ce pas, de la pression fiscale. Voyez-vous? C'est-à-dire que la pression fiscale fait en sorte qu'on transforme cela en chantage contre ceux qui ont tendance à vouloir venir investir au Cameroun. Ou bien, les facilités ne sont pas offertes, simplement parce que ceux-là qui ont le pouvoir final de décision veulent être impliqués, c'est-à-dire que veulent un peu l'espèce de mapartisme, voyez-vous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été les pots de vin, ils n'ont pas été dans le projet, mais pour eux, ils préfèrent que le projet puisse mourir, n'est-ce pas, tant que si jamais ils n'ont pas eu, n'est-ce pas, à être soudoyés, pour que, donc tout ça font que on a pratiquement un climat social qui ne prête pas à un investissement, n'est-ce pas, traçable.
Majesté, un climat d'affaires un peu compliqué au Cameroun, où vous dites qu'il y a quand même des possibilités d'alléger une ou deux choses pour que on ait envie de mettre quand même, parce qu'on en a besoin. Il faut créer des emplois comme le chef de l'État le demande si bien, mais comment créer de l'emploi dans un environnement où faire tenir une entreprise n'est pas chose aisée. Il y en a qui en arrivent à s'endetter au point où, comme on dit, on ne les met pas seulement en prison parce qu'ils doivent. Donc il faut qu'ils cherchent l'argent pour rembourser. Mais il y en a qui marchent là, même la brosse à dents qu'ils ont dans la maison, c'est un crédit. Oui, je comprends bien la question, madame. Il y a ici au Cameroun deux défis liés à la question d'investissement. Il y a d'abord le premier défi, c'est le défi de l'adéquation formation-emploi. Il est bien placé, n'est-ce pas, pour nous disserter là-dessus. Le défi adéquation formation-emploi. Dans le monde de l'employabilité, c'est ce qu'on fait au niveau, n'est-ce pas, des universités. Il faut le dire, c'est sur le plan formel. Les universités, les grandes écoles, les écoles de formation qu'ils sont en train de... là où ils travaillent. Et le monde, c'est-à-dire que le monde de l'éducation, le monde universitaire, travaille en ce sens-là. À arriver, n'est-ce pas, à respecter, à supporter, n'est-ce pas, le défi de l'employabilité par la formation, par l'adéquation formation-emploi. Il y a maintenant le deuxième défi, c'est le défi, n'est-ce pas, sur le monde informel, dans le monde informel, c'est ce que disait Collins tout à l'heure, l'entreprise unipersonnelle. C'est-à-dire que l'entreprise personnelle, ça peut être, vous pouvez créer une petite boutique, vous pouvez créer et tout ça. Maintenant, il faut voir, n'est-ce pas, comment, en investissant au niveau macro, vous pourrez, n'est-ce pas, faire tenir votre petite boutique. Et il y a l'entreprise publique, en ce sens qu'elle est privée, mais elle réunit tout simplement plusieurs personnes. Vous pouvez, n'est-ce pas, créer une société ensemble. Alors, pour faciliter tout ça, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle que le phénomène de bancarisation soit plus fluide. C'est-à-dire que les banques qui ont de l'argent puissent, n'est-ce pas, être disponibles et disposées à être sollicitées par la demande des garanties des banques. Demande un titre foncier. Tous ceux qui veulent effectivement investir. Et depuis quelques mois déjà, il faut saluer, n'est-ce pas, l'arrêté que le ministre des Domaines a sorti concernant, n'est-ce pas, concernant la garantie. En ce qui concerne, parce que la garantie concerne beaucoup plus, n'est-ce pas, beaucoup plus le domaine que vous pourrez avoir, c'est-à-dire que le titre foncier, ou à partir, si vous n'avez pas de titre foncier, si vous avez une collectivité, que vous avez, n'est-ce pas, des droits sur un terrain, parce qu'il y a depuis quelque temps ce qu'on appelait, n'est-ce pas, avoir des droits. Et si vous n'avez aucun droit, vous n'avez aucun titre. Non, vous avez forcément ça. Donc vous croyez que tous les Camerounais ont un titre foncier? Vous n'avez pas forcément un titre foncier, mais vous avez la possibilité, quand vous avez un terrain, même si vous n'avez pas un titre foncier, à partir du moment où vous avez une attestation par une autorité locale, ça peut être sous-préfectorale ou bien, n'est-ce pas, au chef du village, qui atteste que vous êtes propriétaire d'un terrain, vous pourrez, n'est-ce pas, bénéficier. Non, vous pouvez partir hypothéquer. Oui, vous pouvez mettre ça, n'est-ce pas. Pour ceux qui n'ont donc ni terrain, ni titre foncier. Voilà, et pour ceux qui n'ont ni terrain, ni titre foncier, depuis 2 mois déjà, il y a une banque comme, je ne fais pas la publicité, il y a une banque comme Regional Bank. Regional Bank a mis sur pied un certain nombre de produits, que c'est beaucoup plus peut-être les produits agricoles, mais qui donne la possibilité à chaque Camerounais d'aller dans cette banque et de pouvoir demander, n'est-ce pas, un prêt bancaire. Oui, quand vous êtes agricole, on vous fait accompagner par des experts et financiers et techniques, n'est-ce pas, pour votre projet, quel qu'il soit, pourvu qu'il soit mature. Vous allez maturer ça ensemble avec les responsables banquiers et vous pourrez, n'est-ce pas, profiter d'un financement et lever votre affaire et continuer votre affaire. Donc, il y a un certain nombre
de possibilités qui existent, il faut demander, n'est-ce pas, il faut juste que les jeunes Camerounais, que ce soit pour le Fonds national de l'emploi, que ce soit pour les banques qui viennent d'être créées, ou les produits qui viennent d'être créés dans ce genre de banque, pour pouvoir, n'est-ce pas, amener, n'est-ce pas, le jeune Camerounais à profiter, n'est-ce pas, d'un financement. Il suffit vraiment d'être un peu chercheur et on peut, n'est-ce pas, avoir ce qu'on veut. D'accord, donc Patrick Biébé, c'est vous les jeunes qui ne fouillez pas, qui ne cherchez pas et vous n'allez pas là où il faut partir. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à lancer vos business et à les faire fonctionner au Cameroun, parce qu'il y a des propositions partout et vous ne voyez pas. Vous ne les voyez pas. C'est vrai que vous êtes nombreux à ne pas voir, mais vous ne voyez justement, pas. Justement, je suis vous voyez donc que le RDPC fait tout pour que la jeunesse... je suis... Vous ne le voyez pas. Arrêtez de vous plaindre, ouvrez les yeux pour voir. Quand Sa Majesté dit que le système de bancarisation, effectivement, oui, c'est ce que tous les jeunes souhaitent. Chaque État souhaite arriver au plein emploi. Et c'est la jeunesse, n'est-ce pas, qui peut favoriser cela. Mais malheureusement, quand vous dites qu'il faut avoir des titres fonciers, il faut avoir un terrain, combien de jeunes sont propriétaires de terrain, monsieur? Même s'ils n'ont pas de titre foncier. Combien de jeunes ont même des terrains aujourd'hui? Aujourd'hui, vous arrivez dans des familles où c'est peut-être un terrain collectif qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas l'hypothéquer parce que cela ne vous appartient pas. Vous faites comment? Vous faites comment? Si c'est un terrain collectif, vous avez votre droit à un terrain collectif. Vous pouvez hypothéquer votre partie. Vous ne pouvez pas hypothéquer si, depuis quelques mois, parce qu'il faut plusieurs signatures. Parce qu'il faut plusieurs signatures. Vous hypothéquez quoi? Vous hypothéquez quoi? Et vous n'avez pas les moyens de l'accéder. Vous n'avez pas les moyens de faire il y a beaucoup de possibilités. Vous faites comment? On doit chercher. Je suis d'accord avec vous. C'est ça. Par contre, je suis d'accord avec vous, c'est sur l'adéquation maintenant entre la formation et l'emploi. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que il faudrait que de plus en plus que l'État arrive à mettre sur pied des emplois qui correspondent aussi aux formations qu'on propose dans nos universités. Parce que généralement, on propose des formations. Par exemple, je vais prendre un exemple farfelu comme ça, l'intelligence artificielle. Par contre, pourtant ici au Cameroun, la technologie n'est pas suffisamment avancée pour que l'étudiant puisse, n'est-ce pas, travailler dessus. Il faut maintenant qu'il s'exporte à l'extérieur pour pouvoir s'épanouir. Pour pouvoir s'épanouir. Pourtant, parce qu'on n'a pas la technologie nécessaire en matière d'intelligence artificielle. Tu voudrais quelle technologie particulière pour travailler avec l'intelligence artificielle? Il y a des Camerounais qui ont inventé Cardioplate. Les startups. Il y a beaucoup de startups qui ont été inventées, créées par les Camerounais. Peut-être, je dirais que c'est le débit qui reste un véritable problème pour faire fonctionner l'accès à l'énergie, oui, mais pas la possibilité. Dans tous les cas, justement, il faut qu'il y ait justement cette adéquation entre la formation et les métiers qui sont proposés aux jeunes. Parce que de plus en plus... Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment des entreprises qui font véritablement au Cameroun dans l'intelligence artificielle. Justement, maintenant, s'il faut également faire un autre parallèle. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont à l'étranger, qui souhaiteraient venir investir au Cameroun. Mais ils se heurtent généralement à ce que le président appelait une pression fiscale, n'est-ce pas? Lorsque ils ont des projets, ils voudraient bien développer leur pays, leur mère patrie. Mais généralement, déjà d'abord ils sont confrontés à un véritable problème, celui de la double nationalité. Parce qu'on sait tous que généralement, quand on quitte le Cameroun, on peut prendre une nationalité autre, soit pour des besoins d'emploi, soit, je sais pas, parce que le contexte impose qu'on prenne une autre nationalité à l'immédiat. Mais on n'oublie pas que nous sommes Camerounais, que nous restons des Camerounais. Alors, ces Camerounais, ils veulent bien investir au Cameroun, mais qu'est-ce qui les en empêche? La pression fiscale. Comme j'ai dit, on leur repose d'abord la double nationalité. Et quand vous êtes binational, généralement, on va vous dire que il y a certains domaines que vous ne pouvez pas, dans lesquels vous ne pouvez pas investir, Je vais peut-être prendre un domaine tel comme celui du pétrole. Vous ne pouvez pas investir dedans.
Si vous êtes binational, vous ne pouvez pas investir dedans. Il y a d'autres domaines. Maintenant, il y a la pression fiscale. Il y a également les impôts. Impôts sur les sociétés, impôts sur les personnes physiques, impôts sur la TVA. Je veux dire, il y a tellement d'impôts que cela étouffe les Camerounais. Lorsqu'un jeune ouvre une société, ce qu'il attend, c'est une exonération pendant au moins, comme disait le président, au moins 5 années, pour pouvoir se mettre sur les rails. Une fois maintenant que l'entreprise est rentable, on peut maintenant commencer à venir justement taxer, imposer sur cette entreprise. Mais vous n'avez pas fait que quelqu'un qui à peine ouvre, allez, les agents de la mairie arrivent là, il faut payer. Vous pensez qu'il prend cet argent où? Vous pensez qu'il prend ça où? Les jeunes ont justement besoin, et je suis d'accord avec le chef de l'État, c'est que il faut parfois retourner à la terre, mais retourner à la terre quand on n'a pas, pour certains, les villages sont vendus, tous les villages sont vendus par vos camarades. Vous arrivez, vous trouvez un ministre avec 200 titres fonciers. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Je ne vais pas citer ici, mais vous pensez que c'est normal? Quel ministre? Je ne vais pas citer ici. Mais il faut dénoncer. Vous pensez que c'est normal? C'est vous qui cassez les choses comme ça, qui mettez les Camerounais mal à l'aise. Vous savez qu'il y a des choses que vous les connaissez. Ils sont pas normales. Il faut dénoncer. Ce sont vos camarades, vous les connaissez. Il faut dénoncer. Ils ont des titres. Il faut dénoncer, à n'en plus finir. Et vous voulez que les jeunes retournent dans quel village? Il faut dénoncer. Lorsqu'ils arrivent, on leur dit que non, peut-être, je ne sais pas, 1000 hectares appartiennent à une seule personne. Vous voulez qu'ils fassent. Il faut donc dénoncer quand vous avez des. Alors donc, pour terminer, pour chuter Rosalie, mais c'est normal, vous dénoncez parce que c'est entre vous, tout ce que vous pouvez avoir, c'est une petite tape. C'est une petite tape, c'est tout. Pour chuter Rosalie. Et quand bien même les jeunes iraient en agriculture, c'est pour cultiver avec quoi, la machette? Là où Le financement, lorsque vous êtes financé. On a ouvert l'entreprise agro-pastorale en 2011, on ne sait même plus. Je pose juste quelques questions, Majesté. Quand je vais dans l'agriculture, j'ai pratiquement 2-3 hectares. Mais tu commences par la machette. Je commence par la machette. Tu commences par la machette. Pour défricher ton terrain, tu commences par la machette. D'accord, j'ai commencé par la machette. Pourquoi vous avez fait de la machette? 3 ans. Tout le monde commence par là. Quand vous terminez par la machette, quand votre affaire commence à être rentabilisée, quand vous avez des moyens, c'est à ce moment que vous pouvez, n'est-ce pas, faire acheter la machine ou accéder, n'est-ce pas, à un équipement un peu plus moderne. C'est comme ça qu'on travaille. C'est une manière de dire qu'on ne voit pas beaucoup l'État en train, n'est-ce pas, d'accompagner cette jeunesse-là dans leurs activités. Non, ça dit que vous savez, il y a une année, le chef d'État a créé la banque des PME. C'est pas ça, mais il me semble que cette banque semble être morte de sa belle mort. On ne voit pas beaucoup le chef de l'État en train d'accompagner la jeunesse pour pouvoir se Non, vous ne pouvez pas dire ça. On vient de sortir, et ce n'est même pas sorti, il y a de cela en 2000, je crois qu'en 2017, lorsqu'on a mis 102 milliards à la disposition des jeunes. Le plan triennal jeune. C'était pour que les jeunes, n'est-ce pas, profitent de ce qui a été mis pour eux. Et il y a des jeunes qui en ont profité. Ah bon, très bien. Il y a des jeunes qui en ont profité. Parce que vous restez là comme si il y a des jeunes qui ont profité de travailler dessus. C'est ces jeunes-là qui n'ont jamais rien commencé, mais qui par miracle sont ceux qui bénéficient de cela. Il y a des jeunes qui ont les 102 milliards n'ont même pas été complètement épuisés. Majesté, les 102 milliards n'ont pas été bénéficiés, n'est-ce pas? Il suffit pas de dire le financement. Il faut pas encourager l'État justement à donc accompagner cette jeune qui, selon vous, il faut pas gagner les partisans du moindre effort. Ah d'accord. Oui, tout le monde doit faire des efforts, monsieur. D'accord, dans les jeunes, tous les jeunes sont dehors là. Oui, par les jeunes sont dehors là. Tout le monde doit faire des moindres efforts. Tout le monde doit faire des efforts. C'est ce que vous dites. Vous voulez que tout le monde soit assis dans en train de détourner. Tout le monde doit faire des efforts. Camerounais de partisans. Vous restez là. Parce que vous voulez être des bureaucrates avec les cravates. Non, vous venez sur les plateaux. Non, mais c'est bien. Il faut faire des efforts. D'accord. Parlons d'investir au Cameroun. Rosalie, le champion des Odondes, avait demandé que tous les jeunes doivent oser. Mais c'était de la poudre aux yeux. D'autant plus que lorsque tu essaies, les impôts te phagocytent directement. Et ça va dans les poches des gens qui envoient les messieurs venir sur les plateaux chanter leurs louanges. Toujours Rigaud de PK12. 216, c'est la Tunisie.
La Tunisie. Bonsoir à tous sur le plateau. J'aimerais passer un bonsoir particulier à mon professeur, Monsieur Akono, que je retrouve fièrement sur votre plateau. Je suis tellement heureux de le revoir et je suis très fier de lui et de m'avoir encadré. Moi, c'est Nguele Messi et Chirac. Vous direz toujours merci au grand soir. Bonsoir, bien le bonsoir à tout le panel. S'il fallait dire un mot sur la dernière thématique de votre émission, je dirais qu'investir au Cameroun est une aventure complexe, mais avec une bonne préparation, une vision stratégique et une approche collaborative, les investisseurs peuvent réussir à tirer profit du potentiel de notre cher et beau pays. C'est Simon Pierre depuis Bon-Nabéry qui nous écrit. Bonsoir Marosa, on parle d'investissement ce soir. Les qui ont des milliards gardés chez eux dans leur compte. On investit quand il n'y a pas d'argent. Même les structures de financement sont gérées comme du Ndjangi. Quand le père du R qui parle des titres fonciers, est-il prêt à mettre en gage son titre foncier pour son enfant? Même quand tu as réussi à investir, tu dois adhérer, sinon vous verrez les agents pour vous redresser. Adhérer à quoi? Voilà, adhérer à quoi? Bonsoir Rosalie. Tant que la justice camerounaise sera ce qu'elle est, les investisseurs ne viendront toujours pas. C'est J-Paul de Como qui nous écrit. Bonsoir la jolie Rose. Vraiment, le monsieur du RDPC là est sérieux. Une banque te donne le crédit sans titre foncier. Même avec le dossier technique, la banque ne te donne pas avec ça. C'est Yannick qui nous dit c'est le titre foncier ou rien. Bonsoir à tous. Est-ce que les lois camerounaises en matière d'affaires sont protectrices des investisseurs? Est-ce que la justice camerounaise, de par sa posture, offre un cadre favorable aux investisseurs? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Camdom Alliance. Rosalie, le mapatisme est un frein à la volonté affichée des investisseurs et à la résolution du problème de la double nationalité également. C'est M. Zigli qui revient. Si c'est les États-Unis. Les États-Unis. Bonsoir Rosalie, investir au Cameroun, c'est s'enfoncer dans la boue. En 2016, ma société Batikam TPSA a construit des forages à Esseux, mais nous avons été arnaqués par M. Evina Ambroise, le maire d'Esseux, qui n'a jamais payé les deux forages construits jusqu'à ce jour. J'étais obligé de m'expatrier à cause des prêts contractés pour réaliser ce projet, car mes créanciers étaient derrière moi. Jusqu'à ce jour, même pas un franc payé. Pourtant, depuis 2016, les populations de ce boivent de ces taux-là. C'est Ferdinand qui nous écrit depuis les États-Unis d'Amérique. Bonsoir, Madame Rosalie. S'il te plaît, dites-moi, ils ont toujours dans leur bouche créé les entreprises. Et dès que tu commences les taxes, les mairies et les impôts, et quand tu finis de payer, tu te retrouves avec rien. Alors, monsieur, on donne pardon seulement. Libérez notre Cameroun. C'est Maïkano Ousmanou qui nous écrit depuis Garoua ce soir. Je vois que le problème d'investissement aussi va emporter le nez de quelqu'un aujourd'hui. Ça va nous conduire à la CPI. Non, on va finir à la CPI parce que quand je regarde, hein, ça vient de partout dans le monde. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer avec cette affaire. C'est pas sérieux. Ouais, avec un brasier ardent de la paperasse administrative, sans oublier le mapatisme. J'en ai été victime avec mon défunt cher aîné et ami pour une petite industrialisation laitière à rajeunir la population. Quelle a été la surprise désagréable vécue par nos partenaires du côté de l'Occident face à ces braqueurs de la finance qui demandaient énormément d'argent pour que le projet trouve réalisation. C'est Masok Thomas qui lui également en a fait apparemment les frais. Non, je vais passer le reste. Hein. C'est beaucoup de violence quand même. On comprend que cette question d'investissement touche beaucoup nos frères qui sont hors de nos frontières, qui sont d'ailleurs très nombreux à réagir sur la question. On s'accroche, on ne lâche rien. Ouais. Merci à toi, Majesté Ondondo, d'avoir été là ce soir. Merci Président Jean-Colès Desfossoquin. C'est toujours un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Bienvenue une fois de plus à Claude Serge Okwa Akono. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir. À très vite. Vous êtes de bienvenue dans la grande famille. Et merci bien sûr à Patrick Biebi qui reste la communication. Là, j'ai pas dit l'autre.
C'est toujours un réel plaisir. Vous allez saluer votre présidente de ma part. Voilà, dites-lui toutes mes amitiés. Et bien entendu, merci à toute l'équipe technique qui a encore été mobilisée pour la réussite de cette émission. Ismaël, bien entendu, on ne va pas oublier celui qui est au mixage vidéo ce soir, Guy Fernand. On ne va pas également oublier les deux métronomes de ce programme, Ben Vass à la réalisation et Jean-Martin Kefak à la supervision technique. Que dis-je? Respect, monsieur Donéva. C'est la machine à tout contrôler d'info télévision, celui qui dort sans dormir pour que tout marche dans cette chaîne de télévision. Je vais vous laisser en compagnie d'Hermine Ilouga. Oui, nous sommes jeudi. Pour votre émission, donc pour votre journal en langue de Shakespeare. À 20h, bien entendu, c'est Théophile Vianebia qui aura la responsabilité de vous livrer la quintessence de l'information en langue de Molière. Et bien entendu, je le dis, nos programmes se poursuivent très alléchants. 24h/24, ne bougez pas, c'est ici que ça se passe. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie de nos programmes. Et nous, on se dit à très vite sur ces mêmes antennes. Au revoir.